Bonjour, bonsoir pour le menu crowdfunding numéro 119. Pourquoi est-ce que je parle comme dans une kermesse, comme dans une fête foraine, me direz-vous? Eh ben parce que pourquoi pas, ma foi, hein, qui n'a pas rêvé d'être un forain dans sa vie? Vous, certainement, moi non plus d'ailleurs, mais peut-être quelque part, quelqu'un, et qui se sentira son petit cœur réchauffé par cette intervention. Voilà, l'inspiration. Hein, je vais faire naître des vocations parmi vous, hein, qui vont se transformer en forains peut-être, allez savoir. Mais bon, trêve de mille vœux, Kevin, les Ludovores, nouveau menu crowdfunding numéro 119, avec une semaine, disons, médiane, quoi. On n'est pas sur un gros truc qui va prendre 2 heures, on est sur une semaine relativement légère, qui n'est pas dénuée d'intérêt. Vous allez voir qu'il y a quelques projets assez sympatoches, notamment parmi ceux qui n'étaient pas les plus attendus. Il y en a même quelques-uns qui seront assez bien placés dans le menu, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas présents dans le sondage de la semaine, parce que je n'avais pas vu venir, en fait, simplement. Donc ça, c'est les petites surprises de la semaine. Chaque semaine, on a son lot de petites surprises, de jeux qu'on n'a pas forcément vu venir, qui sont passés un peu sous le radar. Il y en aura donc cette semaine, et peut-être un ou deux que je vais backer d'ailleurs. Mais si je vous dis qu'il y en a un ou deux que je vais backer alors que j'ai backé précédemment 2-3 gros projets sur les 3-4 dernières semaines, ça veut dire que c'est certainement des projets pas très très chers, pas très très onéreux. C'est un petit indice par-ci que je vous donne comme ça. Je suis bon seigneur. Quoi qu'il en soit, le petit point sur la chaîne, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que cette semaine, vous le voyez, ici, on a publié une nouvelle vidéo concernant un jeu qui vient de lancer sa campagne il y a 3-4 jours de cela. Il s'agit de The Queen's New Capital, un petit jeu de deck building qui nous vient du Japon qui plus est. Du Japon, oui, mais pas d'un japonais, hein, c'est un hispanophone, je ne sais plus quelle est sa nationalité d'ailleurs, mais un hispanophone vivant lui aussi au Japon qui nous a envoyé un proto qu'on a donc couvert sur une review de son jeu. Pas de vidéo de gameplay cette fois-ci, malheureusement on n'a pas eu le temps. Le temps a été compté, on a pu en faire 5 parties, 4-5 parties je crois. Donc ça nous donne suffisamment d'expérience sur le jeu pour vous en faire une critique, une review, mais pas suffisamment de temps malheureusement pour faire une partie filmée. Donc vous devrez vous fier à ce que l'on vous en dit, toujours avec les petites pincettes habituelles. Sachez que tout est toujours très subjectif lorsqu'il s'agit d'une review. Pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Ceci étant dit, on va maintenant pouvoir passer au sondage de la semaine avec, là encore une fois, hein, ça se voit aussi dans le sondage, pas des gros résultats. On n'est pas sur une semaine avec énormément de votes, on n'était pas sur une semaine avec beaucoup de jeux hyper intéressants non plus, il faut bien l'avouer. Et parmi ces jeux, eh bien, le seul qui a dépassé la barre des 10, c'est donc Sea Beasts A Bloody Voyage, que l'on présentera donc dans les desserts de la semaine. Pour le reste, ce sera donc entre les plats principaux et même les entrées, donc les projets qui seront présentés en l'espace de 2 minutes maximum, parmi lesquels figure notamment, avec ma plus grande surprise, devrais-je dire, Deceased, le nouveau projet de Simon, qui est placé assez bas. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de VF et qu'en plus, Simon a déçu pas mal de gens sur les derniers projets, notamment au niveau de la gestion des frais de port. Donc peut-être qu'ils en pâtissent un petit peu au niveau de la popularité des projets. D'ailleurs, on verra que Deceased, pour l'instant, fait pas une campagne extraordinaire en termes de résultats. Wish aussi, on en parle très brièvement pour vous dire que Wish a été annulé. Le financement est annulé le 16 novembre, donc il y a 2 jours au moment où je m'enregistre. J'imagine que le jeu reviendra à terme avec une nouvelle tentative sur Kickstarter, j'imagine en tout cas. On avait 160 backers, le projet était financé et c'est loin d'être la première fois, c'est loin d'être certainement la dernière fois également que l'on verra ça, à savoir un jeu qui finance et juste après avoir atteint le seuil de financement, décide finalement d'annuler. Donc là pour le coup, hein, on est sur de la répétition, hein, on voit ça assez fréquemment, donc je vais même pas prendre la peine d'aller checker la dernière actu qui nous dit ouais on a financé mais on pensait faire quand même vachement mieux. Bref, vous avez désormais l'habitude je pense, si vous êtes comment dire, des aficionados de la chaîne, vous savez qu'il y a quand même souvent des projets qui se voient annulés malgré un seuil de financement atteint. C'est encore le cas pour Wish, malheureusement. On les reverra j'imagine plus tard, j'ai pas checké. Également, avec une petite surprise, oui et non, pour Wasabi, c'est quand même le nouveau projet de KTBG qui généralement fait des gros succès. On avait notamment Maple Valley récemment, mais leur plus gros succès à ce jour, me semble-t-il, était Creature Comforts, qui est sorti en VF chez Matago. Et du coup leur nouveau jeu était un petit peu attendu, mais c'est vrai que la thématique est pas forcément la plus attrayante. Alors forcément il y a ce côté japonisant qui vend quand même pas mal, parce que le Japon est populaire certes, mais un jeu sur la bouffe, et spécifiquement sur la bouffe japonaise, les sushis, etc., on en a déjà vu quand même quelques-uns. Peut-être que c'est aussi pour cette raison, parmi d'autres j'imagine, mais en tout cas il est placé assez bas. Pas un fort intérêt non plus pour Acrylogic,
qui est pourtant le nouveau projet de Léandre Proust, nouveau projet à 0 € comme c'était déjà le cas pour Clash of Dax à l'époque. Bah, vous risquez rien à baquer. Donc a priori, moi en plus j'aime beaucoup les sudoku et vous verrez lors de la présentation du jeu qu'il s'agit à peu prou à un sudoku remodifié on va dire, refondu. Donc c'est pas inintéressant, moi je pense que je vais le baquer parce que bon de toute façon c'est à 0 € plus des petits frais de port par-ci par-là mais c'est pas très méchant. Voilà, pour le reste c'est assez anecdotique, on passera assez rapidement là-dessus. Du coup, on se lance sur les parties habituelles, à savoir donc les entrées en 2 minutes environ, les plats principaux en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 6 minutes peut-être, 7 minutes, allez savoir, je ne sais pas. Donc un peu plus consistant on va dire, et puis finalement les desserts pour lesquels je passe généralement plus aux alentours de 10-12 minutes, mais ça peut varier, et cette semaine il n'y en aura que 2. Donc vous vous doutez que le premier c'est Sea Beast, mais quel est donc le deuxième? Mystère et boule de gomme pour les plus nostalgiques d'entre vous. On est parti. Que ne serait pas un menu crowdfunding sans sa campagne de Queen Games, je vous le demande, hein, le fameux éditeur aux 15-20 campagnes annuelles, généralement pour des jeux qui ont déjà connu plusieurs sorties, voire même plusieurs campagnes sur Kickstarter, en prétextant une édition limitée, une édition deluxifiée, etc. Ou alors vendre des bundles de jeux précédemment sortis, etc. Voilà, j'ai envie de dire, voilà... Qui fait ça? Qui fait ça? Ben Queen Games, et uniquement Queen Games, et heureusement, enfin quasiment que Queen Games. Et donc cette fois-ci, ils nous ressortent à nouveau The Red Palace, qui est maintenant compatible également avec la Big Box, enfin la Mega Box même de Alhambra. Donc compatible, est-ce que ça veut dire que ça rentrera dans la Big Box de Alhambra? Là-dessus, je ne saurais pas vous le dire. J'ai pas checké suffisamment. Mais bon, comme d'habitude, Queen Games, donc il répond sa formule habituelle, avec pour l'instant 177 contributeurs, 15 000 € d'engrangés, donc c'est financé, il reste 6 jours. Comme d'habitude, c'est des petites campagnes pour l'éditeur aux 75 projets désormais. Et apparemment, il y aura une VF, même si vous voyez ici le drapeau allemand et anglais uniquement. Mais j'ai checké, si mes souvenirs sont bons, il y avait bien un drapeau français pour du PDF. Voilà ça ici. Download Rules, donc vous pouvez télécharger les règles en VF, mais uniquement en version PDF, donc a priori il n'y aura pas de version physique, en tout cas pas pour le moment. Voilà donc pour l'énième campagne de Queen Games, je n'ai pas compté combien ils en ont fait cette année, mais encore une fois plus d'une dizaine à mon avis. Voilà, donc voilà c'est tout pour The Red Palace, compatible donc avec la Megabox de Alhambra. On s'aventure brièvement dans les plaines serbes, c'est assez rare, on n'a pas beaucoup de jeux qui viennent de Serbie, beaucoup qui viennent de Pologne, ça c'est vrai que c'est une terre de jeux de société depuis quand même assez longtemps maintenant. La Serbie nous a un petit peu moins habitués à pondre des pépites, mais qu'en sait-on après tout, hein? Peut-être que Mortal Kin est une de ces rares pépites qui nous vient de Serbie, en tout cas pour l'instant peu de gens ont été convaincus que c'était le cas, puisqu'on est actuellement à 81 contributeurs, et qu'on est assez loin du seuil de financement, à un peu moins de 50% d'ailleurs, pour Mortal Kin, qui est en fait une expérience de quasi RPG sur table, en gros, pour 16 ans et plus. On est sur une thématique assez mature, avec des artworks parfois assez matures également, pour des parties de 3 heures, assez long quand même, pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif qui vous proposera donc de vivre une aventure dans une sorte d'univers un petit peu proto-futuriste, un petit peu façon post-apo on va dire quoi en gros, avec une direction artistique qui est pas vilaine, elle est pas flamboyante, mais elle a une petite patte qui lui est propre, j'ai envie de dire. C'est pas vilain sans être tout à fait joli non plus, pour être tout à fait honnête. Je vois pas très bien ce qu'il distingue aussi de la multitude de jeux de cet acabit, en tout cas de cette catégorie à minima. Mais bon, vous pourrez éventuellement vous faire une idée sur le projet en le testant sur Tabletop Simulator si vous avez 3 heures devant vous, 3 heures devant vous, pardon, ou même pas plus, parce que généralement sur TTS, à moins que ce ne soit très bien codé et très bien scripté, c'est généralement un peu plus long, parce que les manipulations sont un petit peu chiantes, mais en tout cas vous pouvez tester Mortal Kin pour le premier projet de Tribald Games. Ça peut être aussi l'occasion de soutenir un primo-éditeur qui semble quand même faire le job, hein. Ils n'ont pas fait un mauvais boulot non plus, hein, visiblement. Ça présente plutôt pas mal, ça ressemble à pas mal de jeux qu'on a vu des dizaines de fois certes, mais pour un primo-éditeur c'est pas vilain, ça n'a pas non plus cet aspect vraiment très amateur comme on le voit parfois, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Reste à voir si vous avez le groupe pour, et si vous êtes suffisamment, comment dirais-je, à l'aise en anglais, puisqu'il n'y a pas de VF
Mais par contre, on a un bestiaire qui me rappelle un peu un film dont j'ai oublié le titre, donc je devrais même pas le mentionner en réalité. Mais bref, aucune importance. À vous de voir si le jeu peut potentiellement vous tenter. Il s'agit donc de Mortal King qui, je ne l'ai pas encore dit, mais a une page qui n'en finit pas là encore. Donc ça c'est plutôt un point négatif à mettre à son effectif. J'aime pas les pages qui font 15 km, qui ont beaucoup trop d'informations, alors qu'on en a pas besoin du tiers en fait. Hein. Voilà donc pour Mortal King, 81 contributeurs. Ça risque d'être un peu ric-rac pour financer. Mais bon, pour un premier projet d'un primo-éditeur, je veux dire que c'est quand même pas vilain. Autre projet qui pour l'instant prend un peu une mandale au niveau de l'arête nasale. Voilà, je sais pas pourquoi je désigne cette partie de mon visage, qui est, j'arrive pas à me souvenir parce que je suis très loin de la France et que ça fait bien longtemps que je n'ai pas désigné cette partie de mon visage, mais bref, hein, une grosse mandale dans l'arête nasale pour Heroes of Illyrium, Dual Deck Duels, c'est pas facile à prononcer, qui pour l'instant a 75 contributeurs et ils sont pas très loin d'être voisins du projet précédent parce que cette fois-ci nous vient du Monténégro, ça aussi c'est assez rare pour être signalé. C'est le premier projet, là encore, comme le projet précédent, cette fois-ci de Creativity Games. Et ils sont un petit peu chiants au niveau du naming de leur jeu et de leur boîte d'édition. Bon, c'est un petit jeu de duel comme son nom l'indique, avec des illustrations pas vilaines encore une fois. C'est pour 2 joueurs exclusivement, pour 30 à 60 minutes la partie, et c'est pour 12 ans et plus. Ça se veut être un jeu relativement accessible, qui a une direction artistique qui lui est propre, mais qui ne ravira pas forcément tout le monde, qui a cet aspect un petit peu chibi, qui peut plaire ou non, ça dépendra un petit peu de vous. Ça coûte 45 $, c'est pas outrancier, d'autant plus qu'on a une DA qui est quand même pas vilaine, un matos qui est plutôt satisfaisant, en tout cas pour ce qui en est du visuel, hein, j'ai pas pu tâter le matériel bien évidemment, mais voilà, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de ce nouveau projet. Le truc c'est qu'il se place dans une catégorie quand même hyper chargée, pas forcément facile de se faire un nom, qui, en plus un primo-éditeur dont on n'a jamais entendu parler, qui nous vient en plus d'un pays dont on n'a pas l'habitude de beaucoup entendre parler non plus sur Kickstarter, ça fait beaucoup de points à éclaircir qui ne sont pas forcément en leur faveur. Voilà donc pour Heroes of Illyrium. Pour les amateurs de Battle Royale, il y a aussi Frayed Ally, qui pour le coup s'en sort un petit peu mieux. Le projet australien de Button Fox Crafts, en est à 183 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, et le projet est financé comme vous pouvez le voir ici. Troisième projet pour donc Button Fox Crafts, allons juste voir par curiosité quels étaient les 2 projets précédents, parce que j'en ai pas souvenir. Fox Glider Cape, ok, donc une cape, qui n'est pas du tout un jeu, et Button Fox Plush Toy, donc des peluches, donc aucun rapport. Donc en gros, on est sur un primo-éditeur, je devrais dire, puisque en fait, c'est leur première tentative dans le monde du jeu de société. Et donc, vous le voyez, on est sur une fois encore un jeu en Battle Royale avec beaucoup de cartes, avec des standees que je pense être en acrylique, je crois. Est-ce que c'est pour toutes les versions? J'ai pas checké. Mais un Battle Royale avec une qualité de production qui semble être pas dégueulasse. C'est pour 3 à 6 joueurs, pour des parties très courtes, 15 minutes, pour 14 ans et plus. On est apparemment sur une qualité de production pas vilaine, avec une direction artistique qui, elle aussi, est plutôt séduisante, pour qui aime les animaux un peu anthropomorphiques, mais en restant dans un truc très mignon malgré tout. Pourquoi pas, je pense qu'apparemment il y a quelques petits pouvoirs asymétriques par-ci par-là. Pour le reste, on est sur un jeu de gestion de main relativement classique, ça n'a pas l'air de rénover quoi que ce soit dans le genre, mais ça a son petit charme. Pas de VF ceci dit. Vous me direz donc ce que vous en pensez pour Frayed Ally. On continue sur un petit jeu de mots, il s'agit cette fois de Way of Thinking, un petit jeu pour 2 à 8 joueurs très léger, qui se joue pour des parties d'environ 10 minutes par joueur, et pour du 11 ans et plus, ce qui est assez rare d'être, on voit pas souvent du 11 ans et plus, 12 ans et plus souvent oui, 10 ans et plus peut-être, mais là on coupe la poire en deux, 11 ans et plus. Bref, il faut être au collège quoi. 56 contributeurs seulement pour le projet australien, encore une fois, comme Frayed Ally. On a pas mal de pays un petit peu mineurs, sans vouloir être insultant, comparé aux autres semaines. 26 jours avant la fin de la campagne, et donc on est sur un jeu où on va devoir enchaîner des mots, faire une ligne de mots. Alors je sais pas si vous entendez, on entend mon fils qui chouine un petit peu derrière. Ça coûte 19 $, c'est pas outrageusement cher, mais vous voyez que le matos c'est pas non plus foufou, hein. Pour être honnête, ça fait quand même pour le coup très amateur. Vous me direz ce que vous en pensez, alors que mon fils frappe à la porte, mais je le laisserai, c'est pas grave, c'est mignon. Hein, ça fait des vues, laissez-moi un like si vous entendez mon fils qui frappe à la porte. Voilà, ma foi, du coup, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Way of Thinking. Je pense que c'est pas un jeu qui attirera grand monde dans le menu, surtout qu'il n'y a pas de VF. 56 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne.
Ça nous laisse un dernier projet dans les entrées de la semaine, avant-dernier, je dis des conneries, avant-dernier projet de la semaine pour les entrées, c'est Stanley's Genesis, qui avait été annoncé il y a presque un an je crois, en partenariat avec POW Entertainment, qui est je crois la société fondée par Stan Lee lui-même, le fameux auteur de comics américains auquel on doit notamment Spider-Man, si je dis pas de conneries, peut-être même les X-Men, encore une fois si je dis pas de conneries, mais vérifiez, je suis tout sauf un expert en comics. Et donc Stanley's Genesis vous permet d'aller rendre honneur, en fait, hein, d'aller rendre hommage, devrais-je plutôt dire, à Stan Lee, l'un des plus célèbres auteurs de comics américains. Le problème, vous le voyez, hein, 150 contributeurs, c'est pas un très bon résultat pour le deuxième projet de T-10. 150 contributeurs et 15 000 € d'engrangés, bon, au moins, c'est financé, certes, mais avec un nom pareil, on aurait pu se dire, bon, il y aura des gros super-héros dans tous les sens, ça va faire un gros succès sur le seul nom de Stan Lee et des personnages qu'il a illustrés et créés. Le truc c'est que non, pas du tout, parce que tous les héros que vous allez voir ici, créés par Stan Lee ou non, enfin je pense que oui, a priori ça devrait être le cas, sont tous d'illustres inconnus pour le kidam qui n'est pas spécialement intéressé par les comics. Donc voilà, je n'en connais absolument aucun dans le tas. Donc quel que soit le jeu et ses potentielles qualités en termes de gameplay, et la direction artistique est très soignée, hein, c'est relativement joli, même si le matos en lui-même me plaît pas outre mesure, hein, vous voyez ici la grosse grille à base d'hexagones, bon, pas fan de ce que ça représente, je sais même pas très bien vers quoi on s'oriente en termes de gameplay, on va juste pouvoir construire des différentes tuiles de terrain, générer des ressources dessus, ensuite déployer nos héros sur tel et tel endroit, ils auront bien sûr des spécificités asymétriques, etc. Mais, encore une fois, ben, c'est qui les gars? Donc ouais, effectivement, vous nous pondez un jeu Stanley's Genesis avec Stan Lee en couverture, etc. Mais on n'a pas un seul héros ou vilain connu. Donc là, encore une fois, voilà. Qui fait ça, quoi, hein, j'ai envie de dire, qui fait ça, les gars, hein, c'est une très mauvaise idée. Mettez Stan Lee en couverture, il n'y a même pas Spider-Man. Alors, je m'imagine bien que Marvel a les droits et que ça se vend pour une certaine somme, un certain montant d'argent que je ne saurais même pas estimer parce que ça coûte certainement un bras, une jambe, et la peau du cul et certainement les molaires, mais quand même, du coup, ça vend pas du rêve, hein, voilà. Et donc, Stanley's Genesis, pour l'instant, ça fait pas un gros succès, et en plus de ça, il faut bien le souligner aussi, T-10, 2 projets uniquement, et le premier, c'était Brothers Bond, the game dont on avait parlé il y a je sais pas 6 mois, 1 an, qui avait bidé, dont le financement avait été annulé, c'était en juin 2022. Donc ça inspire pas forcément la confiance non plus. Voilà donc pour Stanley's Genesis. Et pour le coup, le vrai dernier plat d'entrée de la semaine, c'est Ethereal War Card Game. Pour le coup, il était dans le sondage de la semaine, donc je le présente brièvement, mais vous le voyez, c'est un gros bid du côté de chez GameFound avec 23 contributeurs, 29 jours avant la fin de la campagne. Il s'agit d'un petit jeu solo ou coopératif qui reprend pas mal au RPG sur table, mais à base de cartes essentiellement. C'est pour 1 à 3 joueurs, pour des parties relativement courtes de 30 minutes. C'est un jeu qui se veut relativement accessible, hein, 8 ans et plus, dans un univers de science-fiction, avec une DA pas faux folle, hein, j'irai pas jusqu'à dire que ça me file la dysenterie juste en regardant les images quand même, hein, on va pas exagérer, mais c'est pas folichon non plus, soyons tout à fait honnêtes. Voilà, rien de très particulier, ça ne me met pas la tulipe à 90 degrés, vous en conviendrez je pense. Voilà donc pour les entrées de la semaine. Premier plat de la semaine, encore sur GameFound, il s'agit de Gates of Niflheim, et vous voyez des drapeaux ici, mais il n'y a pas le français dans le tas, ce qui est quand même assez fou, parce que quand on regarde bien, il y a de l'allemand, il y a de l'italien, il y a du hollandais, il y a de l'espagnol, du polonais et de l'anglais. À ce niveau-là, c'est presque insultant de ne pas avoir du français. Merde! Bref, quoi qu'il en soit, Gates of Niflheim, pour l'instant, est à 564 contributeurs, 12 jours avant la fin de la campagne, ce qui, pour GameFound, pour une première campagne, je crois, de Raybox, ben c'est pas si vilain que ça en réalité. Alors, Raybox, pour checker rapidement, non, 6ème projet, mais jusqu'à maintenant c'était essentiellement des trucs à base de miniatures je crois. C'est vrai qu'il y avait aussi Escape from Stalingrad Z, je me souvenais pas que c'était eux, du coup ils ont quand même un petit nom derrière eux. Il y a aussi Escape from Project Reese, qui avait fait un petit peu parler aussi, qui avait fait quand même 167 000 $ canadiens à l'époque, donc c'est quand même pas un débutant.
Et donc avec Gates of Niflheim, ils nous reviennent cette fois-ci pour un jeu en coopération, si je me souviens, ouais c'est coopératif, pour 1 à 2 joueurs, pour des parties de 30 minutes, 14 ans et plus, en campagne. Donc c'est assez sympa de voir qu'on nous propose ici un jeu en campagne avec des miniatures qui plus est, mais sur des parties relativement courtes. Encore une fois, 30 minutes la partie, ça permet de sortir le jeu assez facilement et d'enchaîner peut-être les parties plus rapidement que d'autres gros projets narratifs qui vous font des scénarios qui durent minimum 2-3 heures. Là pour le coup, c'est beaucoup plus accessible en termes de capacité à le sortir fréquemment. À mon avis, se place plutôt pas mal ce petit Gates of Niflheim. Pour le reste, vous vous en doutez, vu le titre, bien évidemment, on est parti en Scandinavie cette fois-ci, hein, toujours aussi populaire, la mythologie scandinave ces dernières années, ces dernières même décennies, hein, j'ai envie de dire, avec un jeu très orienté mature. On voit qu'il y a quand même pas mal de sang, de cervelles qui dégoulinent, de crânes en tout genre. C'est un peu dégueulasse, hein, soyons tout à fait honnêtes, mais en même temps, ça se prête bien à ce genre d'univers et ce genre de jeu, avec encore une fois un livret à fascicules sur lequel vous êtes amené à explorer certaines parties du monde qui vous entourent, et bien sûr vous serez confronté à des hordes de gros monstres, pas forcément très amicaux. C'est pour 1 à 2 joueurs ici, alors que tout à l'heure c'était pour 1 à 3. Non, c'était 1 à 2. Je me suis trompé avec le projet précédent, excusez-moi. Donc 1 à 2 joueurs, disais-je. Pour les parties, tout à l'heure c'était marqué 30, maintenant c'est 20 à 40. Ça va certainement différer un tout petit peu d'un scénario à un autre, avec une aire de jeu relativement compacte, comme vous pouvez le voir, ce qui là aussi est plutôt appréciable. Ça change des gros mastodontes qui prennent 3 tables et demie. Ensuite, il y a plus de 30 scénarios, donc ça aussi c'est plutôt sympa, même si le jeu est relativement court sur un scénario unique, 30 minutes, au moins vous en avez quand même pas mal, donc il y a quand même une certaine rejouabilité, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le terme que je cherche, mais en tout cas on peut s'aventurer dans cette Scandinavie pour de longues heures malgré tout. Ensuite on a un matos qui, vous le voyez, est plutôt pas vilain encore, avec de la double épaisseur. Je me demande même si c'est pas du bois plutôt que du carton, ce qui serait plutôt classe d'ailleurs. J'ai pas envie de checker trop les détails, mais voilà, c'est pas vilain. En plus de ça, la direction artistique de manière générale, même si elle ne plaira pas à tout le monde par son aspect très mature pour le coup, je pense que c'est quand même, pour les gens qui regardent la chaîne, si j'en crois, le classement par âge que j'ai pu checker récemment dans les statistiques de la chaîne, devrait plaire à une grande partie du public. D'ailleurs, j'ai checké la dernière fois, c'était il y a 2-3 semaines. Généralement, la moyenne d'âge de la chaîne est plus âgée que moi, autour de 40 ans, et pas exclusivement, mais majoritairement, très majoritairement, composé d'hommes. Donc je salue également toutes les dames qui nous regardent. Il y en a quand même quelques-unes qui nous commentent, qui nous font des petits commentaires très sympathiques. Je pense à, par exemple, Karine, qui commente quasiment tous les menus crowdfunding. Donc également, si vous regardez, commentez. Voilà, ça aide à faire vivre la chaîne, et c'est bon pour le référencement. On continue, alors toujours prendre avec des pincettes quand on vous met une capture d'écran de BGG pour dire « Waouh, regardez, notre jeu il a 8.1 sur BGG ». C'est super, oui, mais il y a 30 évaluations. Dans le tas, il y a 15 amis ou familles, donc ça n'a pas forcément une très grande valeur. Surtout pour un jeu qui n'est pas encore sorti pour le coup. Mais bon, je m'égare. Pour les rewards, donc les niveaux de pledge, on a d'abord un pledge pour le PNP à 19$ canadiens, donc c'est vraiment très abordable pour le coup, que vous pouvez échelonner avec le Stretch Pay, ça je sais pas si c'est un très grand intérêt pour le coup. Ensuite, on a le Travel Set, donc une sorte de version portable à 45$ canadiens, je parlerai toujours en dollars canadiens, donc sachez-le. Ensuite, on a le Box Set à 76$, puis enfin, le plus populaire, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, le Gates of Niflheim Deluxe Set, avec tout un tas de miniatures, mais là par contre, ça monte d'un seul coup, ça nous fait un bond. Le truc, vous voyez Serge Boubka, ça évoquera peut-être des souvenirs aux amateurs de saut à la perche, le nom m'est revenu comme ça alors j'y connais que dalle, et ben Serge Boubka là, il fait moins le malin, hein. On a un bond en termes de tarifs assez conséquent, on passe de 76$ canadiens à 195 d'un coup. Mais bon, il y a quand même du matos à l'intérieur, ceci dit. Et puis ensuite, sans passer par les add-ons, bien sûr, on s'en fout, on peut acheter les anciens jeux de l'éditeur comme Escape from Stalingrad Z, par exemple, etc. Les languages, alors ici, donc tout à l'heure, il n'y a pas de drapeau français, cette fois-ci, il y en a un. Ce qui m'amène à dire, petite autocorrection, mais pour le coup, cette fois-ci, c'est pas ma faute. Ce qui m'amène à dire que le drapeau hollandais de tout à l'heure, c'est juste une grosse couille dans le potage de la part de l'éditeur, parce que tout à l'heure, clairement, on avait en haut de la page, alors on remonte, on avait ici un drapeau, on est d'accord que c'est le drapeau hollandais, ou luxembourgeois, maintenant que je me pose la question, non, c'est hollandais ça. Et du coup, je me demande s'il n'est pas à l'envers, ou pas à l'envers, mais à 45°, ouais, 45°, pas dans le bon sens, 90, je ne connais plus mes angles, 90...
Oui, c'est ça, 90 degrés dans le mauvais sens. Et ça devrait être le drapeau français, du coup, à mon avis. À vérifier, mais je pense qu'ils ont fait un petit caca nerveux en nous mettant ici le drapeau hollandais alors que c'était le drapeau français qui se retrouve ici. Et le reste correspond, donc à mon avis c'est ça. Et donc pour le coup, il faudrait donc 100 backers pour avoir une version francophone en PDF et 250 pour avoir une version imprimée, donc avec le matériel en entier en français. Du coup, pour ce qui est de la version PDF des règles, ça reste faisable. Pour l'Allemagne, ça devrait se faire aussi. La France, c'est moins sûr, mais ça semble faisable. Par contre, la version imprimée, donc full matériel en français, j'en doute assez fortement. Pour les frais de port, rapidement, 16 à 28 € en fonction de votre niveau pledge si vous êtes en Union Européenne, 17 à 32 pour le Canada, et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait à déterminer dans le pledge manager. Donc pour l'instant, on ne sait pas très bien à quelle sauce on serait mangé. Heureusement, le projet m'intéresse pas outre mesure. Voilà donc pour Gates of Niflheim. Le voici, le voilà, le gros projet de la semaine, et pourtant il n'est pas dans les desserts de la semaine, vous l'avez placé assez bas dans le sondage, ce que je peux comprendre, d'autant plus que moi, les zombicides, ça m'intéresse pas, et que les comics, je n'y connais pas grand chose, même si j'aime bien Batman ou Spider-Man, comme le tout kidam, quoi, on va dire. Hein. Mais voilà, Deceased, c'est une sorte de nouveau projet après, comment ça s'appelait déjà? On avait un épisode avec d'autres super-héros en mode zombie, c'est pas très longtemps d'ailleurs, de Simon, et donc ils nous reviennent avec la même chose, mais avec des héros différents, j'ai l'impression. Je crois que la dernière fois c'était Marvel qui était l'objet de cette série, Marvel Zombies, un truc comme ça. J'essaie de vous retrouver ça, voilà, c'est Marvel Zombies, ça fait déjà longtemps, parce qu'entre temps il y a eu Cyberpunk, Dune, War of Arrakis, Cthulhu Death May Die avec une nouvelle extension, Marvel United Multiverse, Zombicide White Death et Mordred. Putain, le temps passe très très vite. Donc Marvel Zombies, ils avaient fait ça pendant, il y a quoi, 2 ans, un truc comme ça, avec près de 30 000 contributeurs, et là vous voyez que du coup DC's sur le même concept, mais avec des héros de DC Comics cette fois-ci, et non plus Marvel, pour l'instant, avec 6800 contributeurs, on est loin du résultat de Marvel Zombies, du coup. Donc on ressent quand même la cote d'amour un petit peu sur le déclin de Simon depuis quelques mois, voire même peut-être un peu plus que ça d'ailleurs, notamment avec la gestion des frais de port sur une ou deux campagnes par le passé. Ils ont un petit peu perdu de leur superbe. Mais bon, ceci dit, pour n'importe quel éditeur se lançant sur Kickstarter, 7000 contributeurs à la fin de la première semaine, ça reste un résultat dont peu de gens peuvent rêver. Donc ça reste un très bon résultat, mais pour Simon, ça reste assez décevant à mon avis. Ceci dit, 742 000 $ d'engrangés en une semaine, on n'est pas mal non plus, hein, ça va, ils s'en sortent, ils vont pas finir sur le trottoir pour l'instant. Et donc, ce 57, j'allais dire 570e, non quand même pas, ce 57e projet de Simon sur Kickstarter, et bien vous propose la même chose plus ou moins que Marvel Zombies, mais avec les héros de DC cette fois-ci. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est encore sur un jeu à la zombicide, alors il y aura certainement des petites évolutions, des petits twists de gameplay qu'on ne retrouvait pas dans Marvel Zombies ou dans les différents épisodes de Zombicide, allez savoir, je n'ai jamais testé de Zombicide, mais quand même, globalement, on reste sur le même concept, simplement on change un peu les personnages. C'est pour 1 à 6 joueurs en coop, bien évidemment, comme toujours les zombicides, je crois, pour 14 ans et plus, et pour des parties relativement courtes, 1 heure environ, et puis comme souvent avec Simon, on est sur de la tétrachier de miniatures, donc sur du fameux kilo plastique. Donc ça plaira à beaucoup, ça déplaira aussi à beaucoup, à vous de voir dans quelle équipe vous vous placez, et bien évidemment Simon est toujours là aussi pour vous faire cracher votre pognon, hein, parce qu'on est sur des pledges généralement assez élevés, d'autant plus qu'il y a souvent de nouveaux pledges qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de la campagne, avec surtout un all-in final dans les derniers jours. Bref, hein, vous le savez, hein, pour votre porte-monnaie, Simon, c'est un peu... ils sont possédés par le démon, hein. C'est Shaitan les gars, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai jamais backé de jeu de Simon, j'en ai joué quelques-uns qui étaient plutôt sympas d'ailleurs, mais bon, leur jeu en règle générale m'attire pas outre mesure, et c'est encore le cas de Deceased. Du coup j'ai même failli zapper la fin du projet, je vais trop vite en besogne, donc juste quand même par acquis de conscience. Vous avez ici le pledge Until Life à 130 $, donc c'est déjà une bonne entrée de gamme.
Et puis ensuite, on peut aller chercher d'autres petits trucs par-ci par-là, mais j'arrive même pas à trouver. On a ici Gotham Knights, mais c'est une extension, hein, il faudra aussi le jeu de base. Là, on est plutôt centré sur l'univers de Batman pour le coup, à 60$ de plus. On a aussi les Unkillables à 45$, tout ça c'est de l'extension également. Et puis donc à terme, vous aurez bien évidemment un gros all-in de la mort qui tue, hein, voilà, qui sera certainement aux alentours de 250-300$, voire peut-être même plus que ça. Voilà donc pour DC's, nouveau projet de Simon, qui pour l'instant, sans faire un bide loin de là, est quand même assez loin de ses temps de passage habituels, si on reprend un petit peu du vocabulaire de la F1, qui n'a absolument aucun rapport avec l'univers de DC's. Un projet que j'aurais aimé passer plus de temps à étudier, parce que pour le coup, il a l'air sympa, et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, enfin, j'ai eu une semaine un peu compliquée encore. Donc Fire Siege, vous m'excuserez pour les détails un petit peu lacunaires et une présentation un petit peu parcellaire du jeu, mais c'est le nouveau projet de Dear Games Studio. Vous les connaissez peut-être, mais pour un premier passage sur Kickstarter et non sur GameFound. Alors je ne sais pas si le Pledge Manager était sur GameFound pour le coup, donc si c'est le cas, on le retrouvera. Si la page veut bien charger, parce que tout à coup, mon internet fait des siennes, bon, on attendra un petit peu. Fire Siege, donc de Dear Games Studio, un studio italien, qui nous avait proposé justement Feralis, voilà, c'est dans le même univers. Fire Siege se place toujours dans l'univers de Feralis, et vous le voyez, on a une VF ici. Me semble-t-il, mais je dis peut-être des bêtises à vérifier, que Feralis, donc le jeu d'origine qui avait créé l'univers de Fire Siege que l'on voit ici, je crois avait été édité par Don't Panic Games, mais vraiment à vérifier, à prendre avec des pincettes, peut-être que je dis des bêtises. Quoi qu'il en soit, eux aussi, comme de plus en plus d'éditeurs, en bon ou en mal, j'ai failli faire tomber une lumière. Voilà, j'ai évité l'accident de justesse. Donc, je disais quoi déjà? Rappelez-moi, j'attends. Ouais, le gros moment de malaise, hein, mais bon, c'est pas grave, on va retrouver quand même au bout d'un moment où on va bifurquer vers autre chose. Quoi qu'il en soit, donc Fire Siege, c'est le projet de Dear Game Studio, projet italien qui avait fait un joli petit résultat sur Feralis, et ça y est, je reprends le fil de mes pensées. Eux aussi, comme beaucoup d'autres éditeurs, en bien ou en mal, ont fait le déménagement vers GameFound après un premier passage sur Kickstarter. Donc forcément, le nombre de backers va être un peu moins consistant, j'imagine, que pour leur premier projet qui était donc Feralis, donc on ne retrouvera pas ici, c'était donc sur Kickstarter. Mais ceci dit, le jeu a un certain charme, et en plus il y a une VF. Pour l'instant c'est suffisant pour attirer 443 contributeurs 17 jours avant la fin de la campagne, pour un projet qui est d'ores et déjà financé. Vous le voyez, 50 000 € nécessaires, 51 000 actuellement engrangés. C'est pour 1 à 5 joueurs en coopération, pour 60 minutes de la partie, donc relativement court, relativement facile à sortir. On est sur un jeu de... comme son nom l'indique, siège, donc on est sur un jeu de Tower Defense, devrais-je dire. Voilà, c'est écrit ici, que vous pouvez également jouer en solo, mais également en campagne sur le long cours, avec un aspect narratif et surtout pas mal d'asymétrie selon les personnages que vous allez choisir d'incarner, avec des pledges contenant des miniatures, et il me semble qu'il y en a un aussi qui n'en a pas, mais à checker, à vérifier. Peut-être que je me mélange un petit peu les pinceaux également. Donc comme d'habitude dans le Tower Defense, vous allez avoir un endroit à défendre coûte que coûte face à différentes vagues d'ennemis, mais cette fois-ci avec un aspect de communication cachée. Vous aurez chacun votre plateau avec un petit espace sur lequel vous allez insérer des tuiles qui seront double face, une blanche, une noire, et forcément vous ne saurez pas ce qui se cache derrière la face que vous voyez, et donc il y aura une sorte de communication un petit peu limitée qui s'établira entre vous et vos partenaires de jeu. La question que je me pose, c'est que après 4, 5, 6 parties, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on connaisse tout simplement les deux faces de chacune des tuiles, parce qu'on s'y sera un petit peu habitué? C'est un petit peu la question que je me pose, mais j'imagine qu'ils y ont pensé fort heureusement. Enfin, fort heureusement, je m'avance un petit peu, mais j'imagine en tout cas que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, coopératif, petit résumé, Tower Defense, communication limitée, gestion de main, pouvoirs asymétriques en fonction des joueurs que vous avez, enfin des personnages que vous allez incarner, et puis différentes conditions de victoire en fonction des scénarios également. Des scénarii, sinon Xavier m'a tapé sur les doigts. Par les auteurs de Witchstone, Wonderbook, Mystea et Similo. En dehors de Mystea, je ne le connais pas. Enfin, si, Similo, mais bon, c'est tellement différent comme type de jeu qu'on s'en fout un peu. Les miniatures, pas de mauvaise facture non plus, c'est plutôt joli. La DA de manière générale, de toute façon, est assez sympa, assez classe. Vous avez ici une vidéo des joueurs du dimanche sur le projet, donc ils ont été chercher une chaîne assez connue, mais qui fait généralement pas beaucoup de projets Kickstarter, donc c'est plutôt sympa d'avoir pensé à eux, qui nous feront bien sûr leurs commentaires dithyrambiques habituels. Généralement, quand on met en avant des commentaires sur une campagne, c'est qu'ils sont quand même plutôt très positifs, bien évidemment, et c'est de bonne guerre. Alors ensuite, continuons, très belle DA encore une fois.
Alors ici, là, quelques miniatures que l'on pourra avoir avec les différents monstres qui vont venir assaillir la tour que l'on cherche à défendre. On met ici en avant comment dirais-je, différentes facettes du jeu, telles que la forte variabilité et donc rejouabilité également. Le très faible downtime, donc le très faible temps d'attente entre chacun des joueurs qui font leur tour. Aussi l'absence totale d'alpha player, donc de joueurs qui va un petit peu dominer la table et finalement décider un petit peu pour tout le monde des actions de chacun, parce que, du coup, communication limitée, information limitée. Des héros variés avec, bien sûr, des pouvoirs asymétriques. Ensuite, on va aller checker les pledges. Alors vous avez ici le Champion Pledge qui est le niveau de pledge mis en avant, 130 €, ceci dit, c'est pas donné, échelonnable avec le Stretch Pay comme d'habitude sur GameFound bien sûr, mais c'est donc la totale je crois de Fire Siege. Ensuite pour ceux qui se contenteraient éventuellement du jeu de base, c'est 55 €, ce qui n'est pas outrancier, on est sur un jeu relativement abordable. Ensuite, vous avez le Warrior Pledge à 79 qui s'accompagne donc de Ballad of Fire, qui est une extension. Ensuite, le Early Bird est déjà fini. Et le Retail pour ceux qui gèrent des boutiques. Est-ce que les miniatures sont uniquement dans le Champion Pledge? Ici, Core Box Miniatures Expansion. Donc à mon avis, c'est une extension qu'il faut ajouter. Ça m'étonnerait pas du coup que le jeu de base ne contienne pas de miniatures, ce serait en même temps logique vu le coût assez modéré, à moins que vous ayez peut-être les miniatures des héros uniquement mais pas le reste. J'ai l'impression que c'est le cas parce qu'on voit les miniatures quand même en résine des héros, mais certainement que le reste se contentera à des standees, a priori ça devrait être le cas, ouais. Mais bon, ceci dit ça fait le job à mon avis, hein. Ça fait le boulot. Ensuite, on continue avec les frais de port, hein. Je vais passer assez rapidement sur le détail de chacun des pledges, hein. Vous pourrez checker un peu par vous-même, mais de toute façon c'est essentiellement de nombreuses extensions, à commencer par celle avec des miniatures par exemple, mais aussi encore plus de contenu, de gameplay, de campagne, ou que sais-je encore. Est-ce qu'il y a moyen de backer aussi Feralis? Peut-être. Auquel cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi checker leur ancienne campagne sur Kickstarter à l'époque. Et donc Feralis avait fait quand même 1150 contributeurs à l'époque. Pour un primo éditeur, c'était quand même plutôt un bon résultat. Ensuite, continuons, on va descendre assez rapidement parce que la flemme, shipping, voilà ce que ça se passe. Le shipping pour le Canada, dans la plupart des provinces canadiennes en tout cas, ça va être 30, 31, 32 $ en fonction du pledge que vous allez choisir. Ça fait pas une grosse différence. Pour l'Union Européenne, Belgique, France, c'est 20, 23, 25. Pour nos amis suisses, un peu plus cher, 23, 26, 29. Et puis ensuite, pour nous qui sommes en Asie, Rest of Asia, 35, 45, 46. C'est un petit peu plus cher quand même, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Fire Siege. Un joli petit projet, j'aurais beaucoup de plaisir à le tester si l'occasion m'en est donnée. De là à aller le backer, il y a un pas que je ne saurais franchir, mais ceci dit, vous l'avez vu, VF disponible. Alors, est-ce que c'est tout le matériel ou est-ce que c'est seulement en PDF ou je ne sais pas? J'ai pas checké. D'ailleurs, on peut checker ensemble. Prenons le temps de prendre le temps. Licensing, c'est ici. Alors oui, c'est MOB Vanguard, donc l'agence pour laquelle je bosse, qui s'occupe du licensing, mais c'est pas moi, c'est Michael. Donc j'ai pas trop suivi le truc. Mais où en est-on actuellement? Le français, c'est qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'éditeur lui-même ou est-ce que c'est un éditeur français? Bah je sais pas. En tout cas, c'est pas écrit. Donc on va dire que on sait pas et c'est pas grave. Voilà donc pour Fire Siege, le deuxième projet de Dear Games Studio, projet italien donc, qui se porte plutôt pas mal pour un projet qui a déménagé sur GameFound. C'est quand même pas si mal, il reste 17 jours avant la fin de la campagne, je pense qu'on est en mesure d'atteindre presque 1000 contributeurs, ce qui serait déjà pas si mal. Vous reconnaîtrez tout de suite la patte, la direction artistique de Kyle Ferrin, l'illustrateur de Root ou encore de Oath plus récemment, un des illustrateurs attitrés quasiment de Ladder Games. On l'avait aussi vu sur ce petit jeu de deck building avec des enfants qui construisent des cabanes avec des pizzas, du fromage, etc. Mais j'ai oublié le titre. Un des rares deck building que j'aimerais bien tester d'ailleurs pour le coup, parce que thématiquement il a l'air assez sympatoche. Quoi qu'il en soit, Ladder Games nous revient cette fois-ci sur Backer Kit avec Ahoy, avec une nouvelle extension intitulée New Horizons. Et bien pour le coup, je vous l'avoue tout de go, Ahoy, je connaissais pas, je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler, pourtant Ladder Games c'est quand même un éditeur de renom, et du coup bien sûr les résultats s'en suivent, 2300 backers déjà, 17 jours avant la campagne, c'était très rapidement ce bout de phrase, 17 jours avant la fin de la campagne et près de 150 000 $ d'engrangés déjà, donc le projet est largement financé.
Et en plus de ça, vous avez quand même une ristourne assez intéressante, parce qu'on est sur un jeu pledge apparemment à 80 $ en boutique, qui est actuellement à 50 en campagne sur Back Arcade. Donc c'est plutôt intéressant, même si bien sûr il faudra ajouter les frais de port par-dessus. Alors que contiennent les nouveautés de cette campagne? Alors d'abord, Ahoy New Horizon inclut 4 nouvelles factions. Alors comme souvent avec Leather Games, il y a pas mal d'asymétrie. 35 nouvelles petites figurines de bois, donc en gros c'est des meeples, plus 18 nouveaux dés. Ensuite il y a aussi une upgrade pack pour aller transformer vos pièces de carton en métal. Elles ont l'air d'être assez sympatoches. Et puis également une petite extension qui vient ajouter encore plus de gameplay à Ahoy. Mais pour le coup, comme je ne connaissais pas Ahoy, je ne pourrais pas très bien vous le présenter en détail. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi un pledge à 90 $ qui vous permet de mettre la main sur le jeu de base, pour ceux qui l'auraient zappé jusqu'à présent, comme c'est mon cas. Donc 90 $ pour avoir Ahoy plus l'extension New Horizon avec le petit pack de classification bien sûr. Et donc... ici, on nous montre aussi quelques-unes des factions que vous pourrez contrôler, donc de façon asymétrique, avec le Bluefin Squadron, le Blackfish Brigade, etc. etc. Apparemment, ça dépendra aussi du nombre de joueurs autour de la table. À voir. Et donc, on est sur un jeu avec de l'exploration, avec des tuiles qui composent un océan avec plein d'îles et de trucs à aller découvrir, avec des dés qui vont se placer aux intersections apparemment de quelques tuiles. Et bien sûr, on va explorer. Et oui, deuxième rototo en 2 semaines, excusez-moi. Deuxième petit rototo. Donc, disais-je, on est sur un jeu d'exploration, on va donc parcourir l'océan qui s'offre à nous, et on va bien sûr chercher à choper un maximum de trésors par-ci par-là, tout en essayant d'éviter les attaques de nos adversaires, tout simplement, en fait. Ensuite, continuons, on va aller checker un petit peu quelques petites choses mises en avant dans la campagne, tout à fait. On voit très bien que j'ai pas préparé, parce que j'avoue que Backer Kit, autant GameFound, je m'y suis fait, autant Ulule, je m'y suis fait parce que c'est francophone quand même, autant Backer Kit, ça démarre tellement pas des masses, comme plateforme de socio-financement, même s'il y a des bons résultats, comme c'est le cas ici, que j'ai du mal à m'y faire, et du coup je check généralement juste avant d'enregistrer, et du coup Ahoy, j'ai pas du tout checké. Mais bon, quoi qu'il en soit, continuons. On a ici, j'ai l'impression, l'aperçu du marché des cartes que l'on peut être amené à acheter. Donc on pourra s'offrir les services de certains membres de l'équipage qui auront leur propre spécificité asymétrique. On voit d'ailleurs qu'il y a des cartes certainement multi-usages, parce qu'on voit qu'il y a un texte qui correspond à une action du perso, et puis également en bas de la carte, des petits logos qui sont différents, avec une sorte de frise qui sont différents d'une carte à l'autre. Donc certainement pas mal d'asymétrie, là encore, comme dans beaucoup de jeux de Leather Games. Pour ceux qui seraient nouveaux à Ahoy, il s'agit d'un jeu donc pour 2 à 4 joueurs qui est conçu sur une base de factions asymétriques qui offre apparemment une expérience assez riche, y compris pour les joueurs les plus expérimentés qui seraient en quête de défis stratégiques. À 2 joueurs, apparemment, on ne pourra incarner que le Bluefin Squadron et l'autre Mollusk Union. Par contre, si on joue à 3 ou 4, il y aura donc de nouvelles factions, par exemple les Smugglers, qui vont venir s'ajouter dans la danse. Donc oui, effectivement, les factions seront au choix, mais en fonction également du nombre de joueurs autour de la table. Vous pouvez tester le jeu sur TTS, pour ceux que ça pourrait intéresser, mais apparemment en 2 joueurs uniquement, je crois. Pour le shipping, où est-ce que ça se passe? Ici. Donc on va certainement être envoyé sur un petit tableau Excel. Voilà, c'est ça. Alors, donc pour le Canada, 25 plus 10 par copie additionnelle, c'est le moment de faire des pledges groupés, bien évidemment. Ensuite, Europe, vous avez 3 zones, à vous de voir dans laquelle vous êtes situé. Belgique, c'est ici. France, c'est ici, par exemple. Donc à vous de voir les prix qui concordent. Bien sûr, la Suisse sera dans la zone 3, donc c'est forcément un poil plus cher, mais c'est pas si différent que ça en réalité. Et puis pour nous, au Japon, c'est 25-10. Voilà donc pour ce qui est de Ahoy, désolé pour le manque de détails, j'avoue que Backer Kit et moi, on n'est pas très copains. Donc c'est ça le projet dont je parlais tout à l'heure, que j'avais oublié, il s'agissait de Fort, que j'aimerais bien tester. Et Oath, qui fait partie de ma pile de la honte depuis bien trop longtemps. On va vous faire une vidéo, je pense, au début de l'année prochaine, sur nos piles respectives, Xavier et moi, de la honte, histoire de nous encourager nous-mêmes à les sortir pour 2024. Mais rien n'est moins sûr, on verra bien. Voilà donc pour Ahoy New Horizons.
Petit instant auto-promotion, on avait fait une vidéo, Xavier et moi-même, pour Bullet lors de sa sortie en VF grâce à Matago, et Bullet revient avec une nouvelle campagne sur Kickstarter, cette fois-ci pour Bullet Universe. On aura donc ici 2 nouvelles micro-extensions du jeu Bullet, un jeu vraiment parfaitement atypique, un jeu de shoot them up, mais pas vraiment, un jeu de Tetris, mais pas vraiment, pas Tetris, mais Puyo Puyo, j'aurais envie de dire, pour les plus âgés éventuellement. Un jeu vraiment barré, que on ne retrouvera jamais ailleurs à mon avis, enfin c'est vraiment un jeu unique en son genre, avec un design très manga, très japonisant, avec des personnages asymétriques bien sûr, une grille sur laquelle des balles arrivent en face de vous, vous devrez les esquiver et les renvoyer vers vos adversaires. C'est un jeu assez particulier, et donc instant promo, auto-promo, parce qu'on avait fait une vidéo de review et de gameplay, si mes souvenirs sont bons également, sur la chaîne des Ludovores, donc à vous d'aller la retrouver pour voir un petit peu ce qu'on en avait pensé. Indice, qui n'en est pas forcément un. Indice, j'ai revendu Bullet, qu'on avait apprécié pour être tout à fait honnête. La review est plutôt positive, clairement. C'est un jeu atypique, inclassable, unique en son genre, vraiment, et qui a un gameplay vraiment sympa, vraiment intéressant. Je sais que Xavier aurait bien voulu me le reprendre, mais à ce moment-là où je cherchais à le vendre, il n'était pas prêt à le reprendre, donc du coup je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, mais Xavier est toujours partant pour Bullet. Je sais qu'il m'avait parlé de backer le all-in, même s'il ne le fera pas. Et c'est vrai que c'est un très bon jeu, je le reconnais sans aucun problème, mais je suis juste peut-être pas le cœur de cible en fait. J'aime beaucoup le concept, en tant que concept, mais en fait je me suis retrouvé à ne pas spécialement avoir envie d'y jouer. J'étais très content de le tester, très enthousiaste à l'idée de le faire, mais bon, j'ai pas spécialement envie de le sortir plus que ça, donc du coup j'ai préféré m'en départir. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, Bullet s'accompagne bien sûr de nouveaux personnages, comme à chaque fois, avec de nouveaux boss également que vous pourrez jouer en solo, hein, comme à chaque fois également. Vous avez ici quelques petits exemples des personnages que vous pourrez être amenés à incarner ou à affronter si vous voulez jouer en solo contre les boss en gros. Ensuite, les pledges. On a d'abord ici le jeu de base, donc Bullet, c'était Bullet Heart, c'est ça, parce qu'il y a aussi Bullet Star qui est venu plus tard. C'était donc 35$ pour le pledge du jeu de base. Les 2 extensions que vous voyez ici, donc qui sont l'objet de la campagne actuelle, sont à 45$ pour les deux. 80$ si vous prenez le jeu de base plus les extensions. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre le gameplay all-in, donc ajouter Bullet Star, qui est celui que nous avions couvert sur la chaîne pour le coup, à 140$ pour le all-in gameplay, 275$ pour le Deluxe all-in, donc avec les protège cartes, et puis également des CD, donc une sorte de bande originale du jeu, j'ai l'impression, et puis aussi et surtout les bullets, les fameuses balles qui sont cette fois-ci en bois plutôt qu'en carton, et ça c'est une upgrade vraiment sympatoche, parce que jouer avec des petits disques de carton, ça fait le boulot, mais c'est pas fantasmagorique, c'est quand même bien plus agréable avec des petits disques en bois très clairement. Là c'est vraiment un élément de deluxification qui dépasse le simple aspect de deluxification à mon avis, c'est vraiment beaucoup plus agréable avec ça. Donc le petit résumé, on voit ici les différents personnages, les différentes grilles, les différents pouvoirs qu'on aperçoit brièvement asymétriques pour chacun des personnages, bien évidemment leur carte de pattern, donc les fameuses figures que vous devrez respecter pour pouvoir réussir des combos et renvoyer des balles sur vos adversaires, etc. Ensuite on va pouvoir aller chercher rapidement les frais de port qui se trouvent ici, pour le Canada 13 jusqu'à 18, l'Europe 15 jusqu'à 17, et pour nous, le Rest of Asia, 22 jusqu'à 46$ de frais de port pour ce qui est donc de cette nouvelle campagne avec 2 extensions pour Bullet. Un jeu très atypique, vraiment charmant, qui a beaucoup de qualité et qui est juste pas pour moi. Ceci dit, très beau résultat à nouveau avec 1700 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne donc avec le nouveau projet de KTBG, donc Kids Table Board Gaming, qui a fait pas mal de gros succès sur Kickstarter ces dernières années, à commencer par Creature Comforts, qui était le gros succès de l'éditeur, parce que jusqu'alors, on avait des petits succès sympatoches, ça a augmenté petit à petit, hein, on le voit, hein, 400, 600, 1000, 1005, 4006, 9000, donc vraiment, c'était atteindre l'apogée avec Creature Comforts, avant de retomber un petit peu avec Power Plants, qui pourtant n'avait pas l'air dégueu non plus, puis une légère remontée pour Maple Valley, qui reprenait l'univers de Creature Comforts, avec un gameplay légèrement différent, et comme d'habitude, vous voyez un drapeau français pour tout ce qui est de KTBG, je crois que c'est Matago, il me semble, et du coup ce sera la même chose pour Wasabi, avec une VF là encore, mais à checker pour ce qui est de l'éditeur.
Et donc cette fois-ci, ils nous reviennent avec Wasabi qui, pour le coup, il me semble, serait potentiellement leur premier projet non original. Il s'agit d'un jeu qui est déjà sorti par le passé et qui a connu une refonte graphique, une refonte aussi en termes de composants. Pour l'instant, ça n'a pas attiré autant que l'équipe l'espérait, à mon avis. En tout cas, s'ils espéraient le même genre de résultat qu'avec leur jeu précédent, ben, ils se sont un petit peu fourvoyés, puisque vous le voyez, 1000 contributeurs à la fin de la première semaine, c'est généralement un truc qui va aboutir à moins de 3000, quoi qu'il en soit, d'ici la fin de la campagne. Donc, pas génial pour Wasabi. 19 jours avant la fin de la campagne, et donc je le disais, version française disponible, vous le voyez ici. Et donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc très accessible, comme souvent de toute façon, comme toujours, même j'ai envie de dire avec KTBG, c'est dans leur nom j'ai envie de dire, et pour des parties de 30 minutes à peu près. Et donc on est sur un jeu de placement de tuiles avec différents ingrédients avec lesquels vous allez pouvoir concocter différents types de sushis et bien sûr les petits cubes de wasabi que vous voyez ici bien évidemment. On aura peut-être même une cuillère en bois mais ça j'ai pas checké. Ensuite, bah, je pense que vous connaissez, hein, c'est un peu un classique, enfin, en tout cas c'est un jeu qui a une certaine renommée, donc je vais pas passer trop de temps dessus, mais vous aurez donc des cartes de sorte de mission avec les recettes, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, pour pouvoir faire ce sushi, le fameux Crunchy Tuna Roll que vous voyez ici, qui est plutôt un sushi à l'américaine, mais bon c'est pas grave, et donc au-delà de ça, c'est un jeu de placement de tuiles, avec aussi plein de petits effets spéciaux qui vous permettront de tordre un petit peu les règles du jeu, avec des petites actions particulières, comme par exemple ici le switch que vous voyez ici, qui vous permettra de choisir des espaces adjacents et de intervertir les contenus des tuiles en question. Voilà, on vous explique aussi en quoi c'est légèrement différent de la version de 2008 qui était à l'origine donc publiée par Z-Man Games, mais bon là c'est vraiment, comme ils le disent aussi, eux-mêmes d'ailleurs, c'est pour les nerds, hein, c'est vraiment pour ceux qui veulent savoir en détail quelle est la différence entre l'édition d'origine et cette nouvelle extension, mais bon, on passe assez rapidement. Comme d'habitude avec KTBG, on est sur un jeu qui est très bien produit, les composants sont très classe, on a même un petit bol ici, on a un insert en plastique qui fait le job également, on est quand même globalement sur du très beau matos, comme toujours avec KTBG, là-dessus on est quand même sur quand même un gage de qualité. Après, on aime ou on n'aime pas trop la thématique bien sûr, la direction artistique, bon après la thématique étant ce qu'elle est, la direction artistique suit également. On continue, on va aller checker un petit peu les différents niveaux de pledge, j'ai galéré. Statistique ça se passe, alors c'est un add-on, du coup ça veut dire que j'ai raté éventuellement le prix de la boîte de base. Est-ce que c'était écrit quelque part? Moi je l'ai pas vu. Dites-moi, je vous entendrai pas mais dites-moi, est-ce que vous avez vu le prix quelque part là où j'ai fait défiler? J'ai pas l'impression. Auquel cas, bah, on retrouvera sur le côté ici de toute façon. Mais sachez que vous pourrez donc ajouter en add-on Diced Veggies, qui est un autre petit jeu dans lequel vous allez littéralement couper des dés assez particuliers pour le coup, et c'est donc pour 20$ américains de plus que vous pourrez donc ajouter Diced Veggies à votre pledge. Vous pourrez aussi ajouter Food Fighters, qui est un autre jeu sorti en 2015, lui pour le coup, qui est aussi disponible pour 20$ également en add-on. Ensuite, How to Play le Wasabi, bon là par contre je passe assez rapidement, j'ai déjà dit, de façon placement de tuiles, des sortes de petites cartes de mission, des petites cartes d'action qui vont me permettre de tordre un petit peu les règles. Bon voilà, j'ai déjà un petit peu présenté l'essentiel à mon avis. Le shipping est là, donc à mon avis on va devoir faire un petit détour ici pour voir un peu le prix de la boîte. Standard c'est ici à 54$ canadiens, donc 37€, c'est tout de suite bien plus attrayant. Et sinon on a ici l'édition Kickstarter à 40€. J'ai pas très bien vu ce que ça changeait, pour être tout à fait honnête, peut-être un petit peu des éléments de deluxification. Qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Ouais, Kickstarter Edition, bah, What's in the Kickstarter Edition, petit détour ici. On aura donc l'insert, donc ça aussi c'est une exclu Kickstarter apparemment. On aura aussi la micro-extension sauce soja, qui devrait pas être une extension, parce que quand vous mangez des sushis, forcément qu'il faut de la sauce soja, clairement. Mais bon, c'est sans grande importance. Donc ce sont les deux choses qui seront ajoutées dans l'édition Kickstarter, qui ne seront pas dans l'édition de base, en fait. Hein. Donc l'insert, notamment, c'est quand même assez sympa, de deluxification, d'installation, de rangement également, bien sûr. On en revient donc au shipping, qui se trouve ici. Belgique, France, Luxembourg, c'est donc 13$ canadiens, donc 9,50$ de frais de port, c'est quand même vraiment pas cher. Ensuite pour la Suisse c'est 17$ canadiens, ensuite pour nous qui sommes au Japon ce serait 29$, c'est quand même vachement moins intéressant tout à coup. Alors que bon, nous au Japon on devrait quand même avoir une petite ristourne de par la thématique du jeu quand même, faut pas déconner. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous.
Voilà, c'est après tout pour Wasabi, donc cette nouvelle édition d'un jeu sorti précédemment en 2008 apparemment. Pour l'instant, c'est pas un gros résultat, compte tenu de l'éditeur qui a quand même une certaine renommée. 1000 contributeurs, c'est pas extraordinaire, 19 jours avant la fin de la campagne. Un résultat qui pique. Voilà venir un projet que j'ai suivi depuis quelques mois parce qu'il avait ma foi une belle gueule. Il s'agit de Singularity.exe de Octothorpe, un nouvel éditeur, donc c'est donc le premier jeu. Et le jeu visuellement est plutôt pas dégueulasse, vous allez voir, il a plutôt une belle présence et ça se retranscrit aussi pas mal au niveau des contributions sur GameFound, puisque pour un primo-éditeur, 1000 contributeurs quasiment à la fin de la première semaine, c'est un très bon résultat, soyons honnêtes, 19 jours avant la fin de la campagne. Il faut aussi dire que les choses ont été plutôt bien faites, hein. Ils ont fait un bolo comme on dit. Parce qu'on a du très beau matos, on a des deluxe, de la deluxification avec des tapis de néoprène. De manière générale, le jeu est très bien produit, en plus d'avoir une direction artistique plutôt charmante, même si un peu clivante. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs en coop, mais qui peut aussi se jouer en compétitif, comme vous voyez ici, un compétitif mais coop également, sur un jeu, comment dirais-je, sci-fi, un petit peu cyberpunk, on va dire, en gros, qui est essentiellement un jeu de deck building. C'est pour des parties de 45 minutes pour 14 ans et plus. Alors découvrons un petit peu ce que la campagne nous propose. D'abord un commentaire de Legion of Games, qui est un vidéaste américain que j'aime pas mal, qui a un style vraiment bien à lui, et qui nous dit « It's fantastic ». Voilà, commentaire très très simple, en 3 mots, mais qui nous retranscrit bien son avis dithyrambique sur le jeu. Quoi qu'il en soit. Vous le voyez ici, quelques éléments intéressants de gameplay, qui plus est pour un deck building. On est sur un jeu qui n'a pas de main, pas de mélange de cartes et pas d'éléments de hasard, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Les éléments de deck building c'est bien ce que ça veut dire. On a un deck, on ajoute de nouvelles cartes, une fois que le deck est épuisé, on mélange la défausse et on se refait un nouveau deck. Et ben là non, pas de main, pas de mélangeage, donc les cartes reviendront dans l'ordre que vous imaginez puisque vous les aurez vous-même intégrées au moment idoine, et pas d'éléments de randomisation, donc de hasard non plus. Donc assez intéressant sur le principe, on est sur un truc assez peu vu, et puis avec donc cette direction artistique qui encore une fois ne plaira pas à tout le monde très clairement, mais qui a quand même une assez fière allure avec pas mal de couleurs. En tout cas c'est un style qui lui est propre, et qui pourra, je pense, attirer pas mal de monde. En plus, on est sur une boîte assez classe, avec, je pense, si je me souviens bien, une fermeture magnétique, je crois. Vous voyez ici le all-in avec à l'intérieur tous les rangements prévus aussi pour chacune des factions, etc. Bref, c'est quand même assez classos, et il y a aussi pas mal de petites exclusivités pendant la campagne GameFound qui peuvent vous encourager à aller backer plutôt que d'attendre la sortie en retail, donc en boutique. Alors, continuons. D'abord aussi, on a la Core Edition, donc l'édition de base, avec la petite boîte voilà, tout à fait classique, pour 55 $ contre 60 en boutique, ce n'est pas une grosse différence. Vous pourrez donc y jouer en 1 contre 1, en 2 contre 2, en free-for-all, donc chacun pour sa gueule. Et apparemment, il n'y a pas ici de coop, à moins que leur façon de voir le coop, ce soit le fait de jouer 2 contre 2, et donc il y en a forcément 2 qui sont en coopération contre les autres. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent entendre par coop. Vous avez ici un petit peu la masse de cartes aussi précédente. On a 40 personnages qui sont inclus dans l'édition de base, 130 cartes de programme, qui sont des cartes que vous pouvez ajouter à votre personnage justement pour le rendre encore plus asymétrique, encore plus puissant. Ensuite, tout un tas de tokens en tout genre. On a aussi le Singularity Fragment Pack, avec un petit pack à déceler, à ouvrir, et qui contient de nouvelles cartes de personnages. Apparemment, c'est seulement des artworks alternatifs. Peut-être que les pouvoirs des cartes sont un peu alternatifs aussi, je ne sais pas. Là-dessus, j'ai pas checké. Ensuite, on a donc l'extension qui permet de jouer en coop. Cette fois-ci, c'est du vrai coop. Il s'agit de Incursions, qui vous permettra donc de profiter du jeu cette fois-ci en collaboration, en coopération, avec bien sûr tout un tas de matériel supplémentaire pour pouvoir adapter le jeu à cette nouvelle facette coopérative qu'on vous propose ici. Ensuite, on a aussi l'extension Drives, qui vient vous ajouter encore plus de la même chose. Donc en gros, on a bien sûr quelques petits twists mécaniques qui viennent s'ajouter à ce que l'on a vu précédemment, bien sûr, mais fondamentalement, on reste sur du plus de la même chose, avec quelques petits éléments de gameplay nouveaux qui viennent se rajouter à ceux précédemment vus. Ensuite, on a aussi Forbidden Archives, on a aussi Masquerade, plein de petites extensions de ces deux-là, Decrypt, Megabyte,
Qu'est-ce qu'on a encore? Bref, on a pas mal de petites factions asymétriques, enfin factions ou personnages en tout cas asymétriques, que vous pourrez être amené à contrôler si vous décidez de prendre le pledge en fonction. Ensuite, on a la Architects Edition, il manque un T, Architects Edition, qui cette fois-ci vous proposera un truc bien plus costaud en termes de matos, comme vous pouvez le voir ici. On est sur une grosse boîte à étages, avec du rangement simplifié également, avec des tapis de néoprène dans tous les sens, ça déborde, ça dégueule de partout, mais c'est joli quand même, soyons honnêtes. Et ce Architects Edition, combien va-t-il coûter, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous répondre assez rapidement, mais d'abord, petit coup d'œil, il y aura donc dans cette édition de Architect les 4 factions incluses, plus l'extension Incursion pour jouer en coopération, et puis également donc l'aspect de luxification que je vois ici avec la boîte à étages, comme on l'avait déjà vu dans Sanctuary, Keeper's Gate, Keeper j'ai oublié, bref. Donc les tapis de néoprène inclus dans la boîte magnétique, bon, tout ça est très très classe. Voilà les Deluxe néoprène que l'on voit ici également. Et ça va me permettre aussi d'aller chercher directement les rewards, donc les pledges, mais d'abord petit point aussi sur les petits tokens en acrylique plutôt qu'en carton, donc on est sur un gros ajout en termes de deluxification, et bien sûr le prix s'en ressent fortement. 55$ le jeu de base, 175 pour l'édition Deluxe, donc l'édition Architects. Ça douille, vous allez devoir vendre un rein, clairement, mais bon, que voulez-vous? Et ma foi, est-ce que c'est les seuls niveaux de pledge? Eh ben non, même pas. 55 jeux de base, 175 all-in. Mais entre-temps, vous avez aussi le choix d'aller ajouter une extension de ci, de là. Par exemple, l'extension qui vous permet de jouer en coop, plus le jeu de base, 95$. Ou simplement le jeu de base, plus des extensions de faction, donc encore plus de rejouabilité, encore plus de variabilité, mais pas de coop, 95$ également. Ou ensuite, le Singularity Gameplay Complete Edition, c'est le gameplay all-in, mais sans la deluxification, le tout pour 135$. Bon, j'ai envie de dire que pour la différence, autant se jeter sur la boîte complètement deluxifiée. Bon, à vous de voir ce que vous en pensez. Mais ça évite d'avoir plus de boîtes, et puis il y a les éléments de deluxification en plus. Voilà, je vais pas trop passer de temps non plus sur les éléments de gameplay en plus, j'ai déjà expliqué brièvement ce dont il s'agissait, je vais pas trop entrer dans les détails, mais bon, sachez que globalement il s'agit quand même d'un deck building, même si il y a quelques petits twists, notamment l'absence de mélange de la défausse qui revient ensuite dans votre main. Voilà, assez intéressant sur le papier. Je suis moi-même pas trop adepte des jeux de deck building quand c'est vraiment le cœur, le mécanisme central d'un jeu, donc c'est pas un jeu pour moi, mais ceci dit, il a quand même un certain charme, et ça c'est indéniable. Là, j'ai l'impression de retrouver un personnage de cette League of Legends, enfin la série Netflix de League of Legends, qui était très très bien d'ailleurs. Alors je connaissais absolument rien de League of Legends, mais la série était super bien. Quoi qu'il en soit, on va voir le shipping, ça se passe ici, ou pas. J'ai cliqué sur shipping, mais on m'a pas donné accès au shipping. Alors c'est un peu plus bas peut-être. Voilà, c'est ici. Ok, ici. Alors, on en est où? Canada, 34 jusqu'à 49 en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, Union Européenne, 32 à 48. Les frais de port sont un petit peu salés quand même, même pour l'édition de luxe, pour l'édition de base, pardon, pas du tout luxe. 55$ de jeu, 32 de frais de port. Ça pique méchamment. C'est encore pire pour la Suisse qui va devoir dépenser le prix du jeu de base pour avoir le jeu de base. Méchant. Et puis pour nous que ça dans Asie, 30 à 87$ de frais de port également. Donc bon, ça pique un petit peu au niveau des frais de port, pour être tout à fait honnête, mais ceci dit, encore une fois, le jeu a l'air d'être assez sympatoche, et il est dans une catégorie qui est certes très concurrentielle, mais qui plaît toujours quand même pas mal. Près de 1000 contributeurs déjà pour Singularity.x, le premier projet de Octothorpe actuellement sur GameFound, mais pas de VF. On en arrive justement au jeu dont je vous parlais en tout début de vidéo, le jeu pour lequel nous avons fait une review, Xavier et moi-même, qui a été publié il y a quelques jours à peine. Il s'agit donc de The Queen's New Capital, qui, comme vous le voyez ici, bénéficiera en plus d'une version francophone. Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, le titre des cartes est en anglais, le reste c'est de l'iconographie, donc en gros vous aurez droit à une version VF en PDF, pas en version physique a priori, ça n'aurait pas vraiment un grand intérêt, il s'agit juste de traduire le nom des cartes, on s'en fout un petit peu, donc on a les règles. The Queen's New Capital, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, l'œuvre de Rodrigo Esper, qui est donc un hispanophone, je ne sais pas d'où il vient précisément, mais qui vit donc à Tokyo au Japon, qui nous a envoyé son prototype pour qu'on puisse le tester.
Et comme vous allez le voir dans notre vidéo de review, c'est un jeu donc de deck building là encore, mais pas seulement, et c'est ça qui fait que je l'aime bien quand même, deck building mais également engine building, et puis un petit peu de gestion de ressources aussi à minima, ceci dit. Qui pour l'instant a attiré 264 contributeurs 25 jours avant la fin de la campagne. Le projet est donc financé depuis peu, mais il est financé. Et c'est aussi un jeu qui va pas mal créer le débat. Pour l'instant, peu de commentaires sur la vidéo de review qu'on vous a proposée, pour la simple et bonne raison que le jeu n'était pas très attendu, pour être tout à fait net, mais un jeu qui pourra provoquer le débat parce que la direction artistique est faite à base de, et je n'avais pas dit exclusivement, mais à base d'illustrations d'intelligence artificielle. Il a demandé spécifiquement, selon ses propos, hein, je ne fais que vous dire ce qu'il lui-même nous a dit, il n'a fait qu'utiliser des prompts nécessitant pour Midjourney d'utiliser des œuvres libres de droit. Donc au moins il n'a pas utilisé d'œuvres issues d'artistes qui avaient posé, comment dirais-je, des sortes de copyright sur leurs œuvres. C'est déjà ça, mais après, bon, vous savez que la question est toujours un petit peu délicate et épineuse autour de la direction artistique faite par intelligence artificielle, ou en tout cas en partie, même parce qu'il a quand même aussi pas mal remodifié les illustrations que lui sortait Midjourney pour en faire un truc plus cohérent, plus épuré, on va dire. La question reste que, malgré tout, que pense-t-on de l'intelligence artificielle dans la création d'illustrations pour un jeu? Alors, on en avait déjà parlé chez Nyx il y a quelques temps dans son émission autour du jeu. Nyx et Xavier étaient assez radicalement contre à l'époque. J'étais un peu plus mesuré, même si je suis pas fan du tout du concept, bien évidemment, comme beaucoup de gens, pour la simple survie des illustrateurs, pour avoir des illustrations de qualité, mais avec une vraie patte, comment dirais-je, une sorte d'âme, un petit supplément d'âme, et en même temps ça sonne peut-être un petit peu creux, parce que en réalité quand on voit les illustrations parfois que savent nous pondre des IA, parfois c'est quand même vraiment à s'y méprendre, hein. Là pour le coup c'est assez facile de déterminer ou de distinguer l'apport de l'IA. Très clairement ça a un style IA, clairement, mais parfois on peut faire des choses qui ressemblent vraiment à une œuvre originale humaine, on va dire, hein. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un débat sans fond, sans fin surtout, avec du fond si, mais sans fin pour le coup. Mais pour en revenir au gameplay, c'est pour 1 à 4 joueurs, il y aura donc un mode solo, c'est pour des parties de 60 à 80 minutes, je pense qu'en réalité ça peut être plus court, je pense que nous, sur notre 4e ou 5e partie, on a fait ça en 45 minutes, mais on jouait à 2. Et c'est pour 14 ans et plus. Et donc c'est donc, je disais tout à l'heure, un jeu de deck building, vous allez partir avec une main de 6 cartes, et vous allez bien sûr aller choper 10 cartes en total, mais vous en aurez 6 dans votre main, 4 que vous allez être amené à utiliser, et ensuite vous allez ajouter de plus en plus de cartes à votre main. Et puis vous allez aussi ajouter des nouvelles provinces, puisque vous êtes dans le royaume de la reine qui cherche à bâtir une nouvelle capitale après différents incidents et autres événements révolutionnaires, on va dire. Vous allez donc ajouter de nouvelles provinces qui vont vous donner de nouvelles ressources. Et plus de ressources, vous avez plus de bonus, vous allez choper, plus de points de victoire, vous allez choper, car oui, au final, il faut avoir plus de points de victoire que son adversaire, et surtout, c'est un aspect de course, c'est le premier qui aura réussi à atteindre un certain nombre de points qui l'emportera. Il y a pas mal d'asymétrie, bien sûr, et puis il y a aussi une asymétrie grandissante, comme dans beaucoup de jeux de deck building, bien évidemment, c'est un petit peu le concept, hein, bien sûr. Vous partirez avec des provinces qui vous permettront d'obtenir une ressource, puis vous bâtirez comment dirais-je, des provinces de plus en plus puissantes au fur et à mesure, vous permettant d'obtenir 2, voire même parfois 3 ressources, et bien sûr c'est cet aspect de engine building, de construction de moteurs grâce à ces provinces, mais également grâce aux différentes cartes que vous allez pouvoir ajouter à votre main, sachant qu'il y aura aussi un aspect de semi-coop très mineur, très fin. Vous devrez chacun vous confronter à des crises politiques et militaires. Militaire, c'est chacun pour sa tronche, il faut ajouter un nombre suffisant d'épées pour pouvoir réussir à répondre à la crise militaire. En revanche, la crise politique, c'est une sorte de coop, il faut simplement réussir à atteindre, par exemple, ici on a 2 joueurs, 4 symboles de couronne pour espérer l'emporter. Celui qui en aura joué le plus gagnera un petit bonus supplémentaire, par exemple. Voilà.
De ce point de vue-là, pas très original, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits twists, là aussi la gestion de ressources que l'on voit pour aller chercher des points de victoire, des petits bonus notamment également. Donc assez intéressant, mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, parce que, encore une fois, Xavier et moi-même en avons fait une vidéo de review. Donc allez la checker, en raison de plus, il y aura une version francophone des règles, en tout cas pour le PDF, je ne pense pas que ce sera en impression en tout cas, mais vraiment allez checker notre vidéo, je vous la retrouve tout de suite d'ailleurs, où se trouve-t-elle, voilà, est ici, voilà, ici, donc The Queen's New Capital, la review Kickstarter, serez-vous le favori de la reine? C'est donc notre vidéo, et donc je le rappelle, vous pouvez aussi le tester sur TTS pour ceux que ça pourrait intéresser. À vous de voir si vous êtes suffisamment ouvert d'esprit quant à la question de l'intelligence artificielle utilisée pour la direction artistique. On n'est pas fan, mais en même temps, comme on le dit dans la vidéo, ça s'explique quand même bien plus facilement et ça se légitime presque plus facilement également dès lors qu'il s'agit d'un primo-éditeur qui fait tout seul et qui n'a pas de moyens de se payer un illustrateur. Mais ça reste une question de débat ouvert clairement. Les frais de port, l'Union Européenne c'est 20 $ en moyenne, ça dépendra peut-être d'un pays à un autre. Canada 25 $ ou 38 $ s'il y a moins de 250 backers, c'est un truc qu'on voit souvent pour le Canada, ça dépend du nombre de backers. Ensuite la Suisse 35 $ et pour nous au Japon 25 $ alors qu'on est dans le pays du créateur qui vit donc au Japon. Du coup on s'attendait vraiment à avoir des frais de port beaucoup plus intéressants pour le Japon et c'est pas du tout le cas en réalité. Voilà donc pour The Queen's New Capital, qui pour l'instant s'en sort pas si mal en réalité, 264 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec le nouveau projet de Léandre Proust, celui qui avait pris Kickstarter à l'envers à l'époque avec Clash of Decks gratos. J'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres projets utilisant cette approche stratégique économiquement parlant que Clash of Decks, donc 0 €, 0 $, juste les frais de port et encore des frais de port très minimes pour avoir un jeu de duel, 2 cartes avec 32 langues disponibles à l'époque. Bref, c'était un grand n'importe quoi et ça avait fait 20 000 contributeurs, énorme succès. Ensuite, saison 2, 3700, saison 3, 1100, c'est rarement bon signe. En même temps, bien sûr, la saison 2 et la saison 3 n'étaient plus gratuites, et ça se comprend, c'est un modèle qui n'est pas viable sinon, donc forcément que ça allait baisser, mais c'est vrai que ça donne jamais vraiment une très bonne impression quand on voit les chiffres diminuer comme ça au fur et à mesure, mais c'est un cas un peu particulier. Et donc Léandre Proust nous revient avec un autre jeu, ça y est, Clash of Decks, c'est entre guillemets fini pour l'instant en tout cas, peut-être qu'il y aura des saisons 4, 5, 6, je ne sais pas, pour l'instant c'est à minima en pause, au pire fini, je ne sais pas, terminé. Il nous revient avec Acrylogic, un nouveau projet avec, encore une fois, du 0 €. Donc encore un jeu gratuit, cette fois-ci disponible en plus de 20 langues, bien sûr le français, parce que c'est Léandre Proust, c'est un français. Et pour l'instant, le projet a attiré 1763 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Le projet est financé, car oui, certes, s'il est à 0 €, il faut quand même mettre une petite somme, et puis aussi, on peut simplement décider de payer un petit peu aussi pour aider l'éditeur, même s'il a fixé un prix très bas, on peut aussi se faire plaisir et mettre un peu plus. Par exemple, là, on voit clairement que 1763 multiplié par 2, ça fait plutôt aux alentours de 3500, alors que là, on est à 6600. Donc, il y a des gens qui ont mis plus de 2 €, qui est pourtant le seul pledge que vous voyez. Donc oui, il y a aussi des petits mécènes de ci, de là, qui ont mis un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, de quoi s'agit-il? Acrylogic, on est sur des petits magazines, enfin c'est des formats de magazines, un petit peu façon des magazines de Sudoku, on va dire, qui se basent justement sur le gameplay du Sudoku, une grille en 3x3 ou parfois en 4x4, 54 puzzles au total à réussir à résoudre, que vous pouvez jouer en solo, mais également en multi, en coop ou même en chacun pour sa peau. Et donc le tout pour 2 € uniquement, donc c'est vraiment encore une fois assez révolutionnaire comme approche stratégique. Vous avez aussi la page qui est directement accessible en français, il vous suffit de cliquer ici et ça vous renvoie directement vers la page de la campagne en français qui est sur la page de clashofdecks.com en réalité. Attrape ton stylo, réveille ton cerveau, joli petit slogan, ça vend bien, il y a une rime riche, c'est cool. Et donc vous avez l'essentiel de la campagne qui est présenté directement en français.
Donc un jeu de logique et de déduction sur le thème de la peinture, créé par Léandre Proust, illustré par Clément Proust et publié par Gram Édition, la boîte d'édition de Léandre Proust. La plupart des grilles ont été générées par Johan Levet, qui lui aussi est un nom assez connu, je crois, de la sphère francophone dans le jeu de société. Édité d'abord sous la forme d'un magazine, c'est dans le Filimac, je crois. Il vous suit seulement d'un stylo, d'un crayon de papier, et d'un cerveau pour y jouer, et notamment le cerveau dont on est généralement tous dotés, normalement. Ensuite, inspiré du célèbre Sudoku, le but du jeu dans Acrylogique consiste à résoudre des puzzles sous la forme de grilles de 3x3 ou de 4x4. Accessible dès 10 ans et pour des parties de 5 à 10 minutes, très très court, très facile à sortir, dans le train, dans le métro, Acrylogique peut se jouer aussi bien en solo qu'à plusieurs, en coopération ou en compétition, utilisant seulement des chiffres et des couleurs. Il s'agit donc d'un jeu universel et sans texte, même si bien sûr on pourra être amené à ajouter le nom des couleurs dans la langue de dans notre langue, ouais, simplement, mais c'est indépendant de la langue d'origine du joueur. Bref, je vous laisse découvrir le reste, hein, vous checkerez par vous-même, cliquez ici sur Kickstarter pour aller être renvoyé directement sur la page du jeu en français, jeu qui avait déjà connu donc une première parution dans le Filimag, de ci de là quelques petites pages d'Acrylogique, et donc qui revient cette fois-ci avec un format donc magazine, avec 24 pages en 3x3, 24 pages en 4x4, certainement un poil plus complexe, j'imagine. Voilà donc pour Acrylogique, donc je l'ai dit, hein, 2 €, c'est en fait 0 € pour être tout à fait honnête, plus les 2 € de frais de port. Et en plus, apparemment, c'est imprimé en France. Ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il y a aussi les règles imprimées ici directement pour ceux que ça pourrait intéresser, que vous retrouverez également sur la page en français directement pour ceux qui voudraient se faire la main. Il y a même, je crois, quelques petites pages en print and play pour éventuellement tester pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc moi bien sûr, qui dit projet à 0 € dit bah on a envie de soutenir bien sûr, donc oui, je pense que je vais aller sur Acrylogique, d'autant plus que, petite information supplémentaire, j'aime beaucoup le Sudoku. Donc voilà, petite variante du Sudoku, avec des petites couleurs, c'est mignon, c'est Léandre Proust, c'est à 0 €, faut bien sûr soutenir cette campagne d'Acrylogique. Quel est le risque? 1763 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Quel est donc ce bac inopiné qui apparaît sous vos yeux ébahis? Il s'agit de Stacked Elevator Game. Et oui, j'ai backé, parce que c'est pas très cher, et parce que, même si j'ai un intérêt très modéré pour les jeux abstraits, celui-ci, en fait, l'éditeur lui-même m'avait déjà fait de l'œil avec son projet précédent, et en fait, c'est celui-ci, comme le précédent que je n'avais pas backé à l'époque d'ailleurs, des jeux que je me vois bien jouer à terme avec mon fils ou avec mon neveu par exemple, des petits jeux abstraits très accessibles, très familiaux, pardon, excusez-moi, ouh, diantre. Et pour l'instant, Stacked fait plutôt, encore une fois, un bon résultat comme c'est le cas du projet précédent du même éditeur. 2300 contributeurs pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne pour Stacked, avec déjà 108 000 € d'engrangés pour le projet donc canadien, le 10e projet de Friendly Rabbit Inc. Et oui, c'est encore mon agence qui s'occupe de leur localisation, on verra si on leur trouve un éditeur en France. Moi je cherche au Japon en tout cas pour l'instant. Jusqu'alors, il nous avait pondu plusieurs projets assez iconoclastes, assez hétérogènes également. Notamment, je l'avais déjà mentionné récemment, Open Wide Grandma, là vraiment je suis perdu, à chaque fois que je vois cette image, je tombe amoureux de ce projet, hein, bien sûr. Comment se fait-ce, pas de jeu de mots, que je ne fasse pas partie des 170 contributeurs? Enfin, franchement, cette grand-mère est beaucoup trop sexy. Mais surtout, là, le truc qui les a fait décoller, parce qu'on voyait que c'était quand même des trucs assez modestes, hein, généralement, même pas mal de projets annulés, le truc qui les a fait décoller, et qui changeait radicalement de registre, on était sur un truc beaucoup plus classe, épuré, moderne, c'était Cubed, le Next Level Dominoes, avec 6000 contributeurs, et récemment, en novembre dernier, il y a un mois, non même pas un mois, il y a 3 semaines, ils avaient pondu un autre Cubed, mais cette fois-ci un Cubed Nostalgia, je crois, avec des trucs un peu orientés, comment dirais-je, culture geek, des années 80-90 en gros, un peu nostalgique comme délire, et c'était pas du tout sexy, quoi. En fait ça reprenait le gameplay de Cubed, mais en moche. Voilà, c'est... Du coup, ça donnait pas envie, quoi. Ça me mettait pas la tulipe à 60 degrés. Par contre, Stacked, 2 semaines seulement après l'arrivée de Cube de Nostalgia ou je sais plus quoi, ils nous pondent une nouvelle campagne pour Stacked, qui était certainement prévu de longue date. Ils ont annulé celui-ci, ils se sont dit, on lance tout de suite Stacked pour pas faire attendre les gens, et du coup, voici Stacked, et même Stacked Elite également, il y a 2 pledges en une seule campagne.
Et un petit peu comme dans Cubed, on est sur un jeu abstrait de placement de composants. C'est très sympatoche et en plus de ça, c'est très bien produit. Encore une fois, je sais pas, ça fait partie des rares éditeurs qui réussissent à pondre un jeu avec des disques, des cumulés de disques et rendre ça sexy. Qui réussit à rendre ça sexy. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'y jouer quand je le vois. Et pourtant, c'est des disques de couleur. Allez savoir, mais ça a un effet sur moi, je ne sais pas. Là, pour le coup, la tulipe, voilà, elle est là. Stacked, c'est fondamentalement un jeu pour 2 à 6 joueurs, familial au possible, c'est pour 7 ans et plus, donc vraiment un jeu très accessible, même on a vu jouable plus tôt que ça à mon avis, si on est sur une famille un petit peu déjà gamer, quoi, on va dire. Et donc Stacked de base est sur un jeu de 66 pièces, que vous voyez ici, donc rouge, orange, etc. Il y aura des disques, un seul disque, ou 2 disques collés l'un à l'autre, ou un trio de disques, ou un quad, comme ils appellent ça, de disques. Et vous avez des règles relativement simples, c'est que vous allez devoir les placer les unes sur les autres, mais avec certains prérequis. C'est-à-dire que par exemple, vous ne pouvez pas placer à cheval sur la même forme par exemple, ou par exemple ce duo-là de disques, vous ne pouvez pas placer la même forme exacte par-dessus par exemple. Vous pouvez les faire chevaucher sur d'autres formes identiques, mais pas sur la même forme par exemple. Et quand il reste plus qu'un seul espace à un étage inférieur, vous ne pouvez plus poser non plus dessus. Il faut continuer à monter, 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 d'où le titre Stacked, qui veut dire une pile. Et ensuite, on a aussi la version Elite, qui vient ajouter une quarantaine de pièces supplémentaires, donc au total de 104 pièces, jouable maintenant jusqu'à 8 et non plus jusqu'à 6, toujours pour 7 ans et plus, et ça vient juste ajouter des petits disques bleus cette fois-ci, qui viennent ajouter une, comment dirais-je, une limite, on va dire, supplémentaire, une contrainte supplémentaire, devrais-je plutôt dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un disque bleu, vous ne pouvez plus rien poser dessus. Voilà, c'est juste interdit, c'est mort, c'est râpé. Arrêtez de chialer et continuez à jouer. Voilà, les règles sont ici. Donc la base, les uni, duo, trio, quad, avec donc 1, 2, 3, 4 disques collés les uns aux autres. Ensuite, vous devez faire le plateau entre guillemets de base en connectant différentes tuiles de 5 et ensuite on commence à stacker. Alors bien sûr il faut toujours connecter au moins une node, donc un nœud on va dire pour chacune des pièces, chacun des composants. Pas de overhanging, donc pas de morceaux qui dépassent dans le vide. Également pas de même pièce sur la même forme. Par contre à cheval, oui, c'est ok. Mais voilà, quelques petites règles de pose, bien évidemment. Pas de duplicat, donc vous ne pouvez pas poser la même pièce sur la pièce identique en dessous. Ça marche pas. Et puis aussi, à chaque fois que vous commencez un nouvel étage, à partir de là, faut continuer sur l'étage. Il faut continuer l'étage ou aller plus haut. Bien sûr, vous pourrez bloquer votre adversaire, et celui qui a réussi à poser sa dernière pièce, en gros, l'emporte. Il y a un système d'élimination, quoi, en gros, et ça se joue très rapidement. Je n'ai pas checké le temps, je crois que si, remarque, c'était pour 15 minutes. Non, c'était pas écrit. C'était pas écrit, mais je crois que c'est pour aux alentours de 15 minutes, si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'arrive pas à retrouver, mais c'est un truc comme ça, 15-20 minutes la partie, je crois. Ensuite, les pledges, que vous voyez ici. Alors d'abord, on a donc Stacked en édition de base, plus l'édition famille de Cubed, qui est beaucoup moins jolie que l'édition Deluxe qu'on avait vu sur Kickstarter. Le tout pour 35$. C'est quand même vachement accessible, c'est quand même pas cher. Ensuite, on a le Free Upgrade from Stacked to Elite. Donc pour 35$, vous pouvez mettre la main sur Elite, donc le 2 à 8 joueurs avec les pièces bleues en plus, pour le même prix que Stacked, le jeu de base. Vous pouvez aussi prendre Stacked Elite plus Cubed Family à 45$. Ensuite, ça c'est pour des Early Bird. Tout ça c'est des Early Bird en quantité limitée, ou en temps limité également. Moi je crois que j'ai backé celui-ci, je crois. Donc j'étais encore dans les créneaux horaires qui me permettaient justement d'accéder au Early Bird. Pour le coup, c'est peut-être plus le cas maintenant. Sinon, la version de base est à 40$, et la version Elite est à 50$. C'est pour ça que j'ai pledgé, sans forcément savoir si j'allais conserver mon pledge jusqu'au bout, mais on verra ça. Et sinon, vous pouvez prendre les deux, ce qui vous permettra éventuellement de jouer jusqu'à 14 joueurs, le tout pour 85$. Aussi, en add-on, vous pouvez ajouter des playmats. Bon, pour ce que ça ajoute, je ne suis pas sûr que ce soit un ajout vraiment prépondérant pour un jeu de ce type, mais bon, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez ajouter des copies supplémentaires également pour jouer jusqu'à 150 personnes, allez savoir. Aussi, vous pouvez ajouter Cubed, l'original, donc pas la version familiale, mais la version originale bien plus classe, bien plus soyeuse visuellement, à 45$ pour 1 à 11 joueurs, ou l'édition Cubed Family
cette fois-ci pour 1 à 6 joueurs, plus familial pour le coup, mais aussi un peu moins joli. Pour le shipping, Canada 23-28, pour l'Europe, la majorité des pays c'est 15 à 18 livres, attention ce ne sont pas des euros. Average Europe, c'est pas sympa pour le reste de l'Europe, vous êtes l'Europe moyenne, et nous on est l'Europe élite. 17 à 19 livres, ensuite la Suisse 30 à 30, enfin c'est le même prix du coup, 30 livres pour les deux. Et puis pour nous au Japon 25-28, bon c'est pas donné, mais nous on n'aura pas la TVA, donc faut toujours un petit peu réfléchir comme ça. Et bien sûr vous avez des pledges supplémentaires qui vont venir faire augmenter un petit peu vos frais de port bien évidemment. Projet qui devrait théoriquement être livré au cours de l'été 2024. Voilà donc pour Stacked Elevate Your Game, avec donc la version Elite également disponible. 2300 contributeurs, très bon résultat pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne, et oui, j'ai backé, pas parce que c'est mon type de jeu particulièrement, mais vraiment purement parce que je m'imagine bien y jouer avec mon neveu, ou dans quelques années avec mon fils, pourquoi pas. Voilà donc pour Stacked. Autre projet que j'avais pas vu venir, il s'agit de Fog of War via Bluebird Entertainment qui a collaboré avec Cracking the Cryptic, qui est apparemment une chaîne YouTube de résolution de Sudoku, de conseils de Sudoku et des trucs comme ça je crois. Et tout à l'heure je l'ai dit, hein, si vous avez bien écouté, écoutez-moi bordel, hein, j'aime le Sudoku, voilà. Et donc je vais backer. Voilà, ça fait 2, voire peut-être même 3 projets cette semaine, avec donc Acrylogic, avec Stacked, et maintenant Cracking the Cryptic, 3 jeux que je ne m'imaginais absolument pas backer, mais bon, il y en a un à 0€, il y en a un, vous le voyez ici, à 5$, et l'autre, bon, un peu plus cher certes, hein, Stacked, mais pas si cher que ça, et pour jouer avec mon fils plutôt que vraiment pour moi-même. Donc ouais, pas de coup de cœur, vous le voyez, hein, c'est pas des coups de cœur, mais j'ai backé quand même. Voilà, j'ai pas encore backé Fog of War pour être honnête, mais le concept est assez original. Il s'agit, vous le voyez, d'un Sudoku narratif. Hein, on a une narration, un frère qui part à la recherche de sa sœur, une sorte d'aventure qui leur permettra ensuite de finalement enfin pouvoir se retrouver. Mais au-delà de ça, alors bon, c'est vrai que le principe est intéressant d'avoir une expérience narrative à base de Sudoku. Déjà, c'est... Pardon, quel est ce concept? Voilà, c'est un petit peu original, vous en conviendrez. Et en plus, ça, c'est très abordable, hein, 5$. Et puis, bah, ma foi, ils font quand même parler la poudre. Hein. 1216 contributeurs, c'est plutôt un bon résultat pour Bluebird Entertainment, qui est quand même pas un habitué des campagnes à super succès, pour être tout à fait honnête. Récemment, je me souviens du très vilain, hein, faut être honnête, Coupon Clipper à 5$ qui avait même annulé, alors que c'était à 5$ le truc, c'était un print and play qui annule. Qui fait ça, les gars? Qui fait ça? Bref, Slackjack 657, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même Village Pillage qui avait fait quand même des bons résultats. Sunshine City qui a l'air d'être pas dégueulasse non plus, qui avait fait près de 3000, mais c'était du print and play aussi. Bon, cartouche, 650, Robotopia avait annulé. Bref, Sanitaire, bon, moyen bof, on va dire, quoi. Hein. Et du coup, là, 1200 en moins d'une semaine pour Fog of War. Beau résultat, qui nous sortait un peu de nulle part, qui plus est. Je ne l'avais pas vu annoncer, mais peut-être que aussi la collaboration avec Cracking the Cryptic, qui apparemment est une chaîne assez populaire, simplement que je ne la connaissais pas, je pense que ça joue aussi un petit peu. Quoi qu'il en soit, on va découvrir un petit peu de ce dont il s'agit. D'abord, le pledge de base, 5$, vous aurez 10 novellas, donc j'imagine que c'est une sorte de chapitre, donc 10 sudoku narratifs. Ensuite, vous avez un pledge deluxe, alors généralement deluxe, quand on est sur Kickstarter, c'est plutôt 100$ de base, là c'est 12$, vous aurez 10, donc les mêmes 10 donc sudoku accompagnés de narration, mais également des vidéos à résoudre, donc j'imagine via la chaîne de Cracking the Cryptic, certainement des petites vidéos qui vous poseront encore d'autres énigmes en gros. Hein. Ensuite, 49$, c'est des livres, je crois, c'est ça, ouais, des livres en version digitale de leur bouquin, quoi, de Cracking the Cryptic, juste après, m'en fous. Et puis, à 500$, c'est le pledge mécénat. Vous allez nommer un des personnages de l'histoire parmi 10 présents. On s'en fout un petit peu. Mais l'autre intérêt, l'autre attrait que cette campagne propose, c'est une nouvelle variante de gameplay de Sudoku avec le fameux Fog of War qui donne son titre au jeu. Le Fog of War, c'est le brouillard de guerre pour les non-anglophones et apparemment c'est un nouvel élément de gameplay, c'est-à-dire que vous allez résoudre progressivement le Sudoku et au fur et à mesure que vous allez réussir à placer des éléments donc des chiffres, eh bien le brouillard de guerre va s'éclaircir et vous offrir plus de zones visibles et qui facilitera donc progressivement votre avancée, votre progression. Et apparemment c'est une nouvelle variante de
de Sudoku qui a vu le jour en 2022 via justement un des fans de la chaîne de Cracking the Cryptic et qui sont devenus apparemment très populaires parmi les amateurs de Sudoku. Alors moi je suis amateur de Sudoku mais je joue avec une appli qui je crois du coup génère au hasard je pense, hein, j'imagine, des grilles. J'ai dû en faire je sais pas 1000 en l'espace de 3-4 ans parce que parfois ça, entre le niveau facile ce qui fait 3 minutes et un niveau expert qui fait 20-30 minutes, on va. Je m'en fais une grille par jour, quoi, en gros, parfois un petit peu plus, voilà, l'appli de Sudoku que j'utilise, et sur cette appli, il n'y a pas de brouillard de guerre, mais du coup, ça m'intrigue, je vais peut-être chercher une appli qui en possède, pour voir un petit peu la différence, qu'est-ce qui distingue un Sudoku normal d'un Sudoku avec brouillard de guerre, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de petits éléments un petit peu bizarres qu'on retrouve pas dans des grilles habituelles, donc ouais, je suis assez intéressé, et ça coûte rien, donc je vais certainement y aller, ne serait-ce que pour tester, même si a priori ça doit être en digital uniquement, peut-être que c'est imprimable, ok, je verrai, et puis aussi c'est quand même cet aspect narratif qui du coup est assez intéressant. Je me demande un peu comment on peut intégrer de la narration à du Sudoku. Bon, c'est assez étrange et du coup assez intéressant. Voilà donc pour Fog of War, 1216 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Amateur de jeux de duel, de gestion de main, de Take That, et en plus potentiellement amateur de Cartoon Network, la chaîne américaine de dessins animés, cette campagne est peut-être pour vous. Il s'agit de Adventure Time Card Wars 10e anniversaire, donc un jeu qui existe déjà à l'effigie de certains personnages célèbres de Cartoon Network. Alors pour le coup je les connais que de vue, parce que bon, je regarde pas Cartoon Network, mais c'est quand même assez connu, enfin visuellement je pense que vous avez déjà vu, et du coup ça marche plutôt pas mal, puisque avec 27 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, on a déjà 2205 contributeurs et 335 000 € d'engrangés, donc c'est plutôt un bon début pour la 15e campagne de Cryptozoic, qui s'est quand même donné pour spécialité de faire des campagnes avec des IP, donc des licences de trucs déjà bien connus. Ici par exemple on avait du DC avec le deck building Justice League, on avait aussi leur projet phare hein, qui est Epic Spell Wars of the Battle Wizards Annihilageddon. Il y avait 1, 2, puis maintenant 3, qui est un truc très déjanté, interdit au moins 18 ans parce que c'est très visuellement explicite, pour dire ça avec un euphémisme. On avait aussi DC Batman The Dark Knight Returns, qui était un jeu en solo si je me souviens bien, bref, pas mal de licences. On a aussi du Walking Dead ici par exemple, du Ghostbusters également, et du coup ils nous reviennent avec Adventure Time Card Wars, 10e anniversaire du jeu, et bien sûr donc c'est un jeu de gestion de main avec plus de 480 cartes au total, 12 decks disponibles, avec des illustrations qui sortent tout droit de l'univers de Finn and Jake apparemment, ou BMO Lady Rainicorn, ou bref, Princess Bubblegum, Lumpy Space Princess, etc., etc. Donc les personnages de cette série, j'imagine, de Cartoon Network. Mais bon, gestion de main, duel, rien que de très classique, mais si on est fan de ces personnages-là, par exemple, ça peut être sympatoche. Mais j'avoue que, sur le principe, ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit dans la catégorie de jeu à laquelle il appartient. On va juste checker un petit peu les pledges. On en a un ici à 65 $ pour l'Ultimate Collection apparemment. 115 $ qui s'accompagne de Doubles Tournament, une édition deluxe, ainsi que la Collector's Storage Box pour aller stocker le tout. On a un Cool Guy à 245 avec un tapis de néoprène par exemple, une tasse, même 2 tasses. On a des add-ons aussi par-ci par-là, bon, rien de très intéressant. Au demeurant, si vous n'êtes pas fan de Card Wars ou de Cartoon Network, etc., ça ne devrait pas vous intéresser au demeurant, d'autant plus qu'il n'y a pas de VF a priori. Mais voilà, le jeu existe et il fonctionne plutôt pas mal sur KS, même si j'imagine que la communauté est essentiellement basée dans la sphère anglophone, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, voilà, ça se confirme. France, il y a quand même 14 contributeurs, mais c'est quand même moins que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même parlant. Voilà donc pour Adventure Time Card Wars 10e anniversaire, et c'était le dernier plat principal de la semaine, ce qui nous laisse donc 2 desserts pour cette semaine. La fin du suspense, premier dessert de la semaine, il s'agit de Eternitium, le nouveau projet de Omea Games, qui cette fois-ci passe par Ulule et non pas par Kickstarter, comme ils l'avaient fait lors de leur première campagne.
à l'époque. Est-ce qu'on le trouve d'ailleurs en add-on? Je n'ai pas fait attention à ça tout à l'heure. Apparemment non, j'ai pas l'impression. Ils avaient donc proposé un premier jeu sur Kickstarter, dont, tiens, j'ai perdu le nom maintenant que j'y pense. Bref, je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Malgré tout, hop, on va cliquer ici. Peut-être qu'on sera amené à trouver le jeu en question. Ils avaient fait une première campagne qui, je crois, s'était soldée par un échec, si mes souvenirs sont bons, puis une seconde qui a été couronnée de succès, je crois, sur Kickstarter. Non, je ne retrouve pas l'autre projet, pas important. Et donc, ils reviennent cette fois-ci, mais sur Ulule, donc uniquement campagne franco-française pour Eternitium. Et alors, vous allez me dire, mais du coup, placer ça en dessert, c'est un petit peu audacieux, mon cher Kevin. Oui, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, en fait, pour être tout à fait honnête, je l'aurais placé en plat principal de la semaine. Mais alors, pourquoi Kevin le places-tu dans les desserts de la semaine? Eh bien, parce que je suis sympatoche. Voilà. En fait, Thomas, l'auteur et un des créateurs de Omea Games, m'a contacté récemment, et en fait, j'ai oublié, scandale, je me suis bien sûr couvert de blessures avec mon martinet, hein, bien sûr, hein, Ave Maria, etc. J'ai oublié de le mettre dans le sondage de la semaine. Alors que bon, voilà, j'avais promis de le faire. Donc, hein, à tout bien tout honneur, hein, il faut du coup réparer cette erreur, et du coup, paf, dessert Eternitium. Alors qu'effectivement, je l'aurais placé plus naturellement dans les plats principaux. Mais donc voilà, Eternitium, deck building, course à travers le temps. Et en plus de ça, il a l'air vraiment sympatoche. Et en plus de ça, en plus de ça, j'étais pas hyper fan, pour être tout à fait honnête, de la DA du premier jeu, qui faisait très amateur. J'étais pas vraiment fan de la palette de couleurs, de la DA de manière générale, de toute façon, même si le jeu fondamentalement avait pas l'air dégueu du tout. Mais là, par contre, Eternitium, je trouve que ça fait bien plus pro pour le coup. Le jeu est joli. Ça pourrait presque faire penser à de l'IA là encore, parce que on est sur très orienté techno, mais en fait non, c'est pas le cas. Et en plus c'est joli. Et donc ce deuxième jeu de Omea Games, qui pour l'instant a recueilli 77 contributions, bon, on est bien sûr sur Ulule, c'est pas du tout les mêmes, comment dirais-je, les mêmes façons de voir le succès d'une campagne. On est à 83% du seuil de financement pour l'instant, il reste 22 jours pour cette campagne qui a commencé le 14 novembre dernier, avec en plus de ça, vous l'avez vu, un petit free shipping qui fait plaisir pour la Belgique, la France et le Luxembourg. Ensuite, bon, vous avez l'habitude, quand on passe sur Ulule, tout est en français, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi, si ce n'est pour savoir que la campagne existe en réalité. C'est ce pourquoi je mentionne les campagnes Ulule, mais là, comme pour c'est un dessert, donc je me dois d'en parler un peu plus en profondeur. Donc, lecture. Synopsis. Voyager à travers le temps pour conquérir l'immortalité. Dans ce jeu de deck building, devenez un voyageur temporel à la recherche de l'énigmatique, parce que je ne sais pas lire, Eternitium, une gemme précieuse conférant la vie éternelle cachée dans une époque lointaine. Et donc, qui dit caché dans une époque lointaine, et pas un lieu lointain, dit voyage dans le temps, bien sûr. Faites preuve d'ingéniosité et de tactique astucieuse pour devancer vos rivaux dans cette course temporelle captivante. Votre quête pour l'éternité commence maintenant. Utilisez les différents portails que vous pouvez créer pour chercher la gemme. Une course effrénée s'engage entre les différents voyageurs du temps. Utilisez les technologies pour vous aider à trouver la gemme plus rapidement, recueillir des informations ou mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Tous les coups sont permis, une seule chose compte, être le premier à mettre la main sur la gemme Eternitium que voici, qui est classe et qui me fait penser à une illustration de Final Fantasy. Alors c'était lequel? 7 8 Non, pas 7, 8 Peut-être le 8. Je le checkerai. Mais il y avait un des épisodes de Final Fantasy, vous savez que chacun des épisodes de Final Fantasy avait un logo assez typé. Il y en a un qui me... Enfin, c'est celui-ci qui me fait penser à un des logos de la série des Final Fantasy. Mais lequel? 8 peut-être 8 ou 9. Et donc, résumé des règles. Vous allez voir que c'est assez intéressant pour un jeu de deck building, il y a une approche assez originale. Eternitium est donc un jeu de deck building et de course pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Un jeu très facile à sortir, très rapide. Chacun son tour, les joueurs vont jouer des cartes technologie pour se défausser d'un maximum de cartes époque. Oui, on va se défausser des cartes époque et c'est là le cœur du jeu. Plutôt que d'enrichir votre deck, vous allez essentiellement l'épuiser. Les joueurs auront la possibilité d'acquérir de nouvelles technologies, aussi bien sûr plus puissantes dans le marché. Attention, la construction de celles-ci vous feront perdre du temps en vous rajoutant des cartes époque.
ce qui n'est pas souhaitable bien sûr. Attention, la construction de celle-ci, je les répète la même phrase, parce que voilà, il faut savoir faire des choses. Ça n'a aucun sens. Hein, c'est complètement pété ce que je dis. Alors, ensuite, on reprend. Calme-toi, Kevin. Ces technologies vous aideront à avoir des tours plus prolifiques ou à mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Le premier joueur à s'être défaussé de toutes ces cartes époque, à trouver la gemme, remporte la partie. Votre main de base que vous voyez ici avec une carte de technologie et des cartes d'époque qui servent donc à rien, c'est de la merde, et votre plateau de joueurs avec la situation initiale. Chaque joueur commence avec 10 cartes à époque à défausser, uniquement la première est visible, et un deck composé de chaque type de portail et d'un droïde. À son tour, le joueur actif joue autant de cartes de sa main qu'il souhaite. Il faudra jouer la bonne carte portail pour traverser la carte époque. Dans l'exemple ci-dessus, il faut jouer une carte portail en forme de carré pour pouvoir défausser ici, la carte époque. Les joueurs auront également des cartes technologie qui auront différents effets. Une fois sa phase d'action terminée, le joueur actif passe à la phase de construction de technologie pour acheter une nouvelle carte. En réalité, dans Eternitum, on n'achète pas de cartes, mais on les construit en perdant du temps. Acquérir une carte nécessitera donc de récupérer les cartes époque, celles-ci étant placées face visible sur le deck de cartes époque, elles seront cependant faciles à défausser. En bref, il y a une mécanique de reculer pour mieux sauter. Et c'est là le cœur du jeu, et c'est un petit peu aussi l'originalité de Eternitum. Pour le reste, je vais pas passer non plus toute la campagne en revue, parce que bon, vous pouvez lire, je pense que vous êtes en mesure de lire, vous devriez être en capacité de lire, surtout du français, donc on passe. Mais sachez également que Eternitum a aussi un mode solo, dans lequel vous devrez trouver la gemme en moins de 8 tours. Donc oui, il y a bel et bien un mode solo, et vous voyez ici un petit peu les cartes IA, les cartes technologie, etc., qui sont quand même plutôt classe. Voilà, c'est plutôt joli. Ensuite, on continue les illustrations de Baptiste Pérez qui sont mis ici en avant avec les différentes formes géométriques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et la livraison du jeu est prévue pour avril 2024, donc relativement rapide, même si on n'est jamais à l'abri de quelques petits retards de ci, de là. Livraison gratuite pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Bon, ce qui veut dire que potentiellement, là, ce serait plus pour soutenir qu'autre chose, que vous le savez, j'aime pas le deck building. Donc bon, voilà. Mais il y a un petit twist intéressant quand même, sympa. Mais fondamentalement, c'est normalement pas un jeu que je backerais, mais est-ce que quand même, pour soutenir les gars de Omega Games, je ferais pas un petit effort en me faisant livrer quand même chez mes parents? Pour que ce soit gratuit quand même, faut pas déconner. Je sais pas, peut-être, on verra bien. J'y penserai, d'autant plus que il se trouve qu'ils ont signé chez l'agence pour laquelle je bosse, donc je vais devoir leur chercher aussi un éditeur en tout cas, au Japon, entre autres. Donc c'est quand même mieux si je peux jouer au jeu aussi, quand même, pour le connaître, pour mieux le vendre ensuite. Ensuite, quelques petits commentaires de vidéastes que vous connaissez bien, comme Ludovox ou Girl.game. Je sens un potentiel dans le jeu qui a l'air assez intéressant. On continue, vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui était l'essentiel, si ce n'est les niveaux de pledge quand même, j'avais oublié ça. Le niveau de pledge de base est ici, 22,50€ pour le pledge de base de Eternitum, et ensuite en réalité c'est la même chose avec plus de copies. Voilà, donc 3 copies, ou ici jusqu'à 6 copies pour faire un pledge groupé, avec des petites ristournes, j'imagine, notamment au niveau des frais de port, ou est-ce que c'est gratuit aussi d'ailleurs? Livré gratuitement, donc oui. Donc est-ce que c'est juste une ristourne? 120€ pour 6, 22,50€ pour une. Ouais, il y a une petite ristourne quand même. Voilà donc pour Eternitum, le nouveau jeu de Omega Games, actuellement en campagne chez Ulule pour encore 3 semaines. Et vous l'avez placé en première position du sondage de cette semaine. Il s'agit donc de Sea Beast A Bloody Voyage, le premier projet, je crois, de Littlest Lantern, la plus petite lanterne, un drôle de nom pour un éditeur, mais au moins c'est distinctif. C'est leur premier projet sur GameFound, et pour l'instant, sans casser 14 pattes à un ornithorynque du Grand Nord, tétraplégique qui plus est, 303 contributeurs sur GameFound pour une première tentative, c'est pas vilain. Et c'est vrai que c'était un jeu, moi aussi, que j'attendais avec une certaine impatience, parce que, déjà, il envoie du pâté visuellement. Sea Beast, voilà, la boîte de base, déjà, ça envoie du pâté, ça donne envie d'y aller, et du coup, on s'y intéresse plus facilement. Au-delà de ça, Sea Beast, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, solo ou coopératif à 2, pour des parties relativement courtes de 30 minutes, et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on voit la tronche de la boîte, que l'on voit ici aussi,
30 minutes, on s'entendait sur un jeu à grosse campagne, narrative, sur le long cours, etc. Non, une partie, c'est 30 minutes et c'est pour 2 joueurs en coop. C'est un jeu d'exploration, de survie, avec des pouvoirs asymétriques, et puis un jeu d'aventure essentiellement, qu'il présente comme un sea crawling adventure. Alors on connaît tous les dungeon crawlers, ici c'est un sea crawler, même un wild sea crawler, puisque vous allez vous aventurer dans des eaux peu amicales, peuplées de monstres en tout genre qui chercheront à faire de vous leur petit déjeuner. On aura aussi des éléments assez prégnants d'ailleurs de roll and write, et puis des combats de boss avec des gros monstres avec des tentacules partout, et qui sait, enfin Dieu sait, pardon, à quel point Xavier aime les tentacules, mais pas celles auxquelles vous pensez malheureusement. Alors, vous voyez ici Archer et Warrior, les 2 personnages que vous pourrez incarner, peut-être y en aura-t-il plus, mais j'ai pas vu d'autres personnages, donc après ça doit être celle-là, avec leur plateau double épaisseur, donc assez classe, les composants ont l'air d'être plutôt jolis, et puis ici les éléments de roll and write, avec donc le tracé de votre voyage au feutre, effaçable bien évidemment. The Journey, et là je vais passer sur ce petit encart de tête parce que j'ai envie, soudainement, voilà, spontanément, j'ai envie, après vous avoir lu du français pour la campagne de Eternitium, de vous lire un passage en anglais. Parce que pourquoi pas, encore une fois, et puis surtout parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu la tronche de la boîte de Sea Beasts, A Bloody Voyage, ça m'a rappelé ces 150 campagnes annuelles qui prennent tous la même voix pour le doublage de leurs vidéos de présentation de projet. Toujours une voix hyper profonde où on sent bien que le gars force sur la voix. Mais pourquoi, pour présenter un jeu épique ou de voyage, d'exploration, d'aventure, etc., pourquoi faut-il toujours avoir un mec qui parle avec une voix comme ça, hyper profonde, avec des balls qui posent sur la table, le gars? Je ne sais pas. Mais du coup, pour le fun, pour vous faire marrer, eh ben, on va lire ce petit paragraphe en anglais en se cassant un petit peu la voix pour le fun. On va essayer, vous me direz si j'ai un quelconque talent de doubleur. Le Japon est un pays de doubleurs, on le sait, de doubleurs et de doubleuses. Regardez des animés, vous le saurez très rapidement. On verra si j'ai un quelconque talent en la matière. C'est parti. Sea Beasts, A Bloody Voyage is a 1-2 player cooperative ocean crawler. You and your partner will work to ferry cargo from port to port through beast-infested waters. Je suis déjà fatigué. You will have to face monsters, navigate challenges in the voyage, and confront the horrific in order to get your goods to shore. C'est un peu ça le principe. Est-ce que j'imite bien les trucs? Quand même, c'est pas dégueulasse. Quoi qu'il en soit, on est donc sur des personnages asymétriques, comme vous pouvez vous en douter avec les 2 plateaux qu'on voit ici, avec des plateaux double épaisseur, je le répète, et donc on aura le Voyage Tracker que vous voyez ici, donc la carte des eaux dans lesquelles vous allez naviguer et qui vous amèneront fatalement vers des gros monstres pas très amicaux encore une fois, et auxquels vous serez donc confrontés et qui parfois pourront et potentiellement vous faire couler ou vous faire simplement aussi perdre du cargo parce que essentiellement vous êtes aussi dans un jeu, soyons honnêtes, de pick up and deliver en fait, vous devez livrer du cargo d'un point A à un point B. C'est un jeu qui a finalement contrairement à ce que peut laisser penser le premier abord, le premier aperçu de la boîte notamment, on est sur un jeu relativement léger, relativement rapide, qui introduit des mécanismes qui peuvent être assimilés à du D&D, donc Donjons et Dragons, mais en une expérience beaucoup plus contenue et beaucoup plus mesurée en termes de contenu, de mode composant, devrais-je plutôt dire. Alors, who will you choose? Alors vous aurez donc le warrior, donc le gros barbare, quoi, en gros le gros combattant qui sera courageux, fort et honnête, on va dire, quoi, en gros, le guerrier sans peur, le gros tank, on va dire, quoi, ensuite. Ensuite, on a l'archère qui sera, elle, précise, agile et calme. Et ensuite, on aura bien évidemment, donc, je le disais tout à l'heure, je le mentionnais, mais sans être tout à fait sûr, parce que j'avais oublié d'autres personnages. Ici, par exemple, on a le Boatman, Steadfast, Mighty and Selfless. Ensuite, on aura aussi la Mystic, et puis on aura, pour le solo, on aura aussi le Merchant, qui sera à disponibilité également. Donc, chacun des personnages ayant, bien sûr, leur propre spécificité asymétrique, et leur petit meeple avec du screen print assez sympatoche. Ensuite, ils ont conçu Sea Beast pour qu'il soit accessible aux nouveaux joueurs, donc inexpérimentés, mais également aux joueurs plus expérimentés, plus experts même quasiment.
et donc ça devrait plaire théoriquement à tout le monde. Le tout pour un pledge en Standard Edition, donc en édition de base, à 50$. Relativement abordable. D'autant plus que ça vient avec quand même un matos assez soigné, quand même une fois encore, il faut le répéter. Ensuite, y a-t-il donc un autre pledge? Et la réponse est oui tout de suite. La Deluxe Edition à 85$ vous permet d'ajouter, en plus de ce que vous avez vu dans l'édition standard, des dés marbrés, c'est sympatoche, tout un set de dés différents de l'édition de base. Ensuite, également des petits tokens de bois screen print pour les personnages que vous voyez ici, qui apparemment n'étaient pas screen print dans l'édition de base, j'imagine. Pourtant, si. Allez savoir. Ensuite, on a aussi une extension Fog, donc une extension brouillard. On a aussi des petits tokens en bois, que vous voyez ici, par exemple pour le cargo, notamment. Donc, petits éléments de deluxification de ci, de là. Et puis, donc, une petite extension. Et ainsi que des Magic Trays. Black Magic, c'est le concurrent de Game Trays que l'on voit de ci, de là fleurir sur Kickstarter de temps en temps. Donc il y aura un insert en plastique quand même de qualité, puisque c'est quand même des anciens de Game Trays qui ont fait Black Magic. D'ailleurs vous avez un aperçu de l'insert justement en question qui se trouve ici. Et donc seulement dans le Deluxe, hein, bien sûr. Et dans le Herrick, parce qu'il y a aussi un pledge Herrick. L'extension Fog, justement, l'extension brouillard, qui est contenue dans cette petite boîte que vous voyez ici, qui vient acheter de nouvelles cartes de bestioles dégueulasses, de nouvelles cartes d'événements également, et puis également des petits tokens spécifiques à l'extension. Et ensuite, on en arrive finalement à l'édition Herrick, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui vient s'accompagner cette fois-ci de miniatures des monstres. Et pas seulement, on aura aussi des petites miniatures de tentacules, on aura aussi du tapis de néoprène à la place du plateau central. Bref, on aura de la grosse deluxification dans tous les sens, avec des miniatures qui vont être plutôt détaillées, plutôt sympatoches. Voilà, ma foi, c'est après tout, j'ai fait à peu près le tour concernant les différentes éditions et le gros du gameplay de Sea Beast, qui est en réalité, vous le voyez, une campagne assez rapide à parcourir, parce que c'est un jeu finalement assez léger, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en voyant seulement l'illustration de la couverture de prime abord, comme quoi il ne faut jamais juger un jeu par sa couverture. Alors, le shipping. Pour l'Union Européenne, avec la Belgique et la France notamment, c'est 30, 35, 40. Et c'est là aussi que le bas blesse, c'est que le shipping pique méchamment. On est sur un jeu à 50$ dans sa version de base, 30$ de frais de port, c'est quand même plus de la moitié du prix du jeu de base. En plus, en frais de port, ça vous fait un jeu à 80, plus potentiellement la TVA, mais ça c'est à vérifier. Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas vu de la TVA. J'imagine que ce sera peut-être dans le Pledge Manager, donc si c'est le cas, c'est pas très loin des 100$ pour un jeu de 20 minutes à 2, avec quand même de gros éléments de run and write. C'est quand même un petit peu cher, ça justifie en partie l'attrait assez minime finalement de la campagne. Cette semaine, on n'est quand même pas sur le plus gros projet en termes de résultats, clairement. Ensuite, pour le Rest of the World, pour l'instant, on ne sait pas encore. Et pour nos amis canadiens, 22, 25, 30, c'est un petit peu mieux, mais ça reste un peu cher, ceci dit. Après, si vous prenez l'édition héroïque, par exemple, avec du gros matos, bon, ça se comprend un peu plus, mais ça reste quand même cher pour un jeu de cet acabit, malgré tout. Voilà. Ceci dit, le jeu a l'air d'être sympatoche. Encore une fois, ça fait partie de ces jeux que j'aimerais bien tester un jour. De là à aller baquer, non, faut pas déconner non plus. Livraison prévue pour octobre 2024. Voilà donc pour Sea Beast, votre choix de la semaine, et je comprends, j'avais moi-même voté pour lui. Le projet a l'air intéressant, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais quand même, il a l'air d'être sympatoche. Mais ceci dit, vous le voyez, cette semaine, pas de coup de cœur, même s'il y a quand même pas mal de projets intéressants, et qu'en plus, c'est peut-être la semaine de l'année où j'ai baqué le plus, 3, voire peut-être même 4 projets, mais pas de coup de cœur, parce qu'il y en a 2 qui sont quasiment gratuits, il y en a un, c'est plutôt pour jouer avec ma famille, mon fils, et puis le dernier, donc c'est le jeu de Homer, donc Eternitium, qui serait plus un bac de soutien parce que les gars sont très sympas, et parce qu'en plus c'est un peu aussi pour le boulot. On verra bien. Voilà donc pour Sea Beast, et c'est tout pour cette semaine du menu crowdfunding, qui s'avère être bien plus long que je ne l'aurais imaginé, puisque j'en suis à 1h59 d'enregistrement. Alors il y aura des cuts bien sûr entre chaque passage, mais quand même je pense que je serai bien à 1h45 environ, ce qui me semble bien long pour une semaine qui n'était pas si chargée que ça. Du coup ça veut dire, Kevin, ferme ta tronche assez rapidement,
parce que maintenant il va falloir monter la vidéo, et il est déjà 22 h, donc voilà, il faut se sortir un petit peu les doigts du séant. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, y compris pour The All King's Crown. On a déjà 2 parties avec Xavier, on n'aura pas suffisamment de parties pour refaire une review conséquente. En revanche, lundi, on se retrouve pour faire une vidéo de gameplay. Il n'y a pas encore de vidéo de gameplay en français sur la campagne. Il restera très peu de temps à la campagne lorsque la vidéo sera publiée, certes, mais on espère qu'il restera plus de 24 heures, 48 heures potentiellement, lorsque la vidéo sera publiée. Donc attendez-vous à une vidéo très prochainement de gameplay pour The Old King's Crown, même si on n'aura pas la configuration idéale, on sera 2, Xavier et moi-même, et c'est clairement un jeu qui mérite d'être au moins 3 ou 4 à mon avis. Mais bon, on verra si cette nouvelle expérience à 2, notre deuxième expérience à 2, nous fera changer d'opinion, on nous fera dire que même à 2, c'est quand même très solide également. On verra bien. Sur ce, merci encore de m'avoir suivi cette semaine de menu crowdfunding. N'hésitez pas, je le dis de temps en temps, à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important, et à la prochaine.